Donc là, ce matin, nous allons parler de General Electric Alstom, un pillage industriel. Donc moi, je suis très contente qu'on puisse aux amphis faire cet atelier parce que c'est une lutte que j'ai menée, bon, surtout à Grenoble parce que je suis grenobloise, mais depuis 2017 où j'ai appris énormément de choses. Donc là, nous n'allons pas que parler de sauver des emplois, nous allons parler d'industrie, nous allons aussi parler pour moi d'art, parce qu'une turbine, c'est un art tellement que c'est fait avec minutie. Nous avons la chance d'avoir là Grégory Vauquelin, qui est syndicaliste à la CFE-CGC à General Electric Grenoble, qui a mené le combat en 2017 avec l'intersyndicale et l'ensemble des salariés qui ont eu 345 emplois supprimés. Nous avons aussi, qui vient de Grenoble, donc qui a traversé la France, nous avons aussi la chance d'avoir Alexis Sesmat, General Electric Belfort, qui mène actuellement une lutte pour sauver plus de 800 emplois qui sont menacés à Belfort et qui vient d'Antaille. Donc en plus, voilà quoi, il a dû échapper à plein de choses et en plus, il a fait le covoiturage pour faire venir l'ensemble des intervenants qui étaient à Antaille pour pouvoir intervenir ici aussi. Donc nous remercions. Et nous avons aussi Jérémy Younes, qui est journaliste à la base, si j'y suis. Qui a fait le reportage cet été, qui pendant une semaine était en accès libre sur justement la vente d'Alstom, voilà, notre bijou, notre fleuron industriel que Macron a vendu, et les dessous de la vente et tout ce qui s'est passé, et notamment la corruption qui a eu lieu. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Macron est pleinement responsable de A à Z, et qu'on voit en fait, ça, j'ai lu ça dans un bouquin qui est en vente ici sur les Gilets jaunes. C'est en gros comment caractériser Macron, c'est donner un banquier à l'État, c'est comme confier une cave à un alcoolique, quoi. Voilà, enfin, voilà, je trouve ça assez pas mal. Donc on en est là. Là, en fait, on était sur un fleuron industriel qui était une fierté et qui était là depuis longtemps sur les territoires, parce que General Electric Grenoble sur les turbines, Grégory vous racontera, mais on parlait de... Ils fêtaient leurs 100 ans sur le site. 25% des turbines hydrauliques dans le monde des barrages viennent de Grenoble. Et sur Belfort, c'est une histoire de 140 ans et qui date de la commune de Paris, quoi. Donc voilà aussi ce qu'on est en train de tuer en termes de savoir-faire, et qu'on est sur un haut savoir-faire technique. Hein, c'est-à-dire que moi, quand on discute avec des salariés, on leur dit combien ils ont d'expérience, ils disent 100 ans ou 140 ans, parce que ça s'apprend au fil de l'eau, et qu'on est aussi devant des gens qui sont, moi, à chaque fois, passionnés et qui racontent, et que aussi les turbines, on les a sur l'ensemble de notre industrie, sur des choses d'enjeux aussi au niveau de l'indépendance de la France et d'un savoir-faire qui est en train d'être donné aux Américains. Donc je vous laisse... voir si un jour on n'est pas en accord sur la politique internationale avec les États-Unis, comme par exemple la guerre en Irak. Quand Chirac avait dit non, on n'y va pas, il nous avait bloqué tout l'ensemble des pièces qui étaient importées des États-Unis. Et on peut le voir dans le film Guerre fantôme, notamment, qui raconte la vente, comment ça s'est passé. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Il est en accès libre, et même de faire dans vos GA des réunions où vous pouvez le visionner. Hein, c'est vraiment... et il racontait qu'en fait, quand donc on avait dit non à la guerre en Irak, les États-Unis avaient bloqué les pièces, les propulseurs qui servaient à faire décoller les avions de l'armée du porte-avions Charles de Gaulle, et donc du coup on ne pouvait pas. Donc imaginez ce que ça peut faire quand on parle de turbines à gaz qui peuvent être dans des centrales nucléaires, de turbines hydrauliques qui sont dans nos barrages, si c'est bloqué. Donc au-delà de ça, on perd une vraie indépendance, un vrai savoir-faire. Et aussi un pillage industriel qui est organisé et planifié par les politiques,
Et avec en plus, ce qui est impressionnant, que ça soit comme ils vous raconteront les syndicalistes, dans Grenoble que dans Belfort, quand on entend le gouvernement, c'est exactement l'argumentaire de la direction. À croire que en fait, ils ont les conseillers de com, mais comme ils passent des uns aux autres, vous savez que actuellement la responsable ou le responsable de GE France, c'est l'ancien DIRCAP d'Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie, donc celui qui organisait la vente, et que l'ancienne responsable de GE France a reçu la Légion d'honneur. Voilà. Donc Macron n'a jamais répondu sur les 345 emplois à Grenoble, ne s'est pas prononcé sur Belfort, et la seule chose qu'on a de lui, c'est qu'il donne la Légion d'honneur aux gens qui saccagent. Enfin, voilà où on en est, voilà la responsabilité. Donc de là, moi, je vais laisser parler les intervenants. Et puis après, on fera un tour de questions-réponses si vous en avez. Donc on va faire dans l'ordre chronologique. Donc je vais faire parler Grégory Vauquelin, qui va un peu nous raconter l'enjeu d'une turbine. C'est quoi une turbine hydraulique? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment aussi General Electric n'en a jamais eu rien à faire des turbines hydrauliques. Pour eux, c'était pas important. Et qu'est-ce qui se passe? Toi, Grégory. Bonjour. Merci Émilie déjà de m'avoir donné l'opportunité de venir ici pour m'exprimer. Merci à vous d'être là et de vous intéresser au sujet parce que, mine de rien, ça nous concerne quand même tous. Parce que derrière le cas d'une entreprise et d'un produit, les turbines hydrauliques, c'est un peu l'industrie, le sort de l'industrie française et de ses plus beaux atouts qui se jouent. Donc, merci à vous de vous intéresser à ça et n'hésitez pas à en parler parce que c'est des décisions qui impactent le très long terme et qui nous feront du mal, qui nous ont déjà fait du mal et qui continueront à nous faire du mal à l'avenir. Je vais faire un petit zoom arrière sur qu'est-ce qu'est Alstom. C'est la compagnie générale d'électricité à l'époque, qui était composée de ce qui s'est appelé plus tard Alcatel, Alstom Transport, Alstom Power, donc les turbines hydrauliques, d'où je viens à Grenoble, mais pas que, gaz pour Belfort, vapeur, nucléaire et tout un tas d'autres choses, et les chantiers de l'Atlantique. Et pour voir l'état de ces entreprises aujourd'hui, Alcatel, qui était un fleuron des nouvelles technologies à l'époque, dans les années 90, leader mondial, vendu à Lucent, américain. Les chantiers de l'Atlantique, vendus à des Coréens, puis maintenant vendus à des Italiens. Alstom Transport est passé à 2 doigts de se faire vendre à Siemens. Et Alstom Power, donc, qui est vendu à General Electric, des Américains. Donc voilà ce qui reste de cette entreprise, la Compagnie Générale d'Électricité, qui était toutes ces parties leaders ou quasiment dans tous ces domaines. Et aujourd'hui, il y a plus qu'Alstom Transport qui reste français. Pour combien de temps, on ne sait pas. Et tout le reste a été vendu à des entreprises étrangères. Donc voilà pour le petit zoom arrière déprimant. Moi, j'ai été pris dans le plan social de Grenoble donc, sur les turbines hydrauliques. Donc, il y a une entreprise centenaire qui s'appelle Nerpic, historiquement. Donc, le bassin grenoblois et la région Rhône-Alpes, bassin de l'hydroélectricité. On a aussi des centres de recherche d'EDF sur l'hydroélectricité et l'exploitation des barrages, donc, qui est quand même un centre d'expertise dans l'hydroélectricité mondiale. C'est-à-dire que les gens d'EDF ont la plus grande connaissance de l'exploitation des barrages au monde. C'est la référence mondiale. Et pour ce qui était de la production de turbines hydrauliques, c'était la même chose en termes de fabrication. Donc ensuite, il y a eu des diversifications. On a eu des usines qui ont été implantées en Chine, en Inde, c'était moins cher. Et on a fermé, donc nous, notre atelier de fabrication à Grenoble lors du plan social l'année dernière. Donc qui était l'endroit où on faisait les moutons à 5 pattes. Tout ce que les autres ne savaient pas faire, c'était à Grenoble. Donc effectivement, c'était long, c'était compliqué. Ça coûtait plus cher, c'est normal, c'est compliqué. Et comme c'était trop cher, et finalement, on a fermé. Donc voilà un peu pour l'aspect plan social. Je voulais revenir aussi sur le côté politique de la chose, parce que moi, syndicaliste, à la base, je suis là pour m'occuper d'industrie. Sauf qu'on a vu que dans le dossier de cette vente, il n'y a pas grand-chose d'industriel. Nous, quand on a appris l'ampleur du plan social sur Grenoble, on était 800, la direction voulait 345 suppressions de postes, c'est 45% de l'effectif. C'est le même ratio qu'à Belfort Gaz d'ailleurs, curieusement. Mêmes habitudes, mêmes causes, mêmes effets.
Nous, en tant que salariés et syndicalistes, on a tout de suite compris que si ce plan, je vais me faire violence pour essayer de tenir l'horaire, parce que je pourrais tenir des heures et vous épuiser, donc je vais faire attention. On a très vite compris que si ça se faisait tel que la direction l'avait proposé, c'était la fin du site de Grenoble purement et simplement. Parce que la taille critique, quand on enlève autant de personnes d'un endroit, eh ben, c'est comme essayer de courir sur une jambe. On vous enlève une jambe, ça marche moins bien, quoi. Et en général, on finit par terre. Donc c'est un peu ce qui s'est passé. Donc on s'est battu pendant plus d'1 an là-dessus. Ensuite, on a pu réduire un petit peu le nombre de suppressions de postes. On est arrivé à 260. On a limité la casse à 13 licenciements secs au final. Donc c'est quelque chose dont on est assez content, mais le bassin grenoblois n'est pas le bassin belfortain. Il y a plus d'entreprises, c'est plus dynamique. Donc on va dire qu'en termes de casse sociale, on a réussi à limiter la chose. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise fonctionne très, 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 très mal. Et on se fait, moi qui étais dans les optimistes, après le plan social, je commence à être de moins en moins optimiste. Et c'est très important qu'on échange avec nos collègues de Belfort parce que c'est les mêmes proportions, c'est les mêmes ratios et on a très peur que ce soit les mêmes conséquences après si ça s'applique tel quel. Et pourquoi ce dossier est politique et pourquoi on a été amenés, nous, syndicalistes, à sortir de notre usine, à ouvrir les yeux et à parler à des hommes politiques, aux médias, à essayer de se faire entendre parce que, eh ben, on voit qu'il n'y a pas de rationalité économique derrière ces suppressions de postes. On s'est beaucoup gratté la tête pour comprendre pourquoi 375 suppressions de postes sur 800, quelle est la logique, quelle est la rationalité. Et on n'a toujours pas compris. 2 ans après, on n'a toujours pas compris. Et la seule conclusion qu'on en a, c'est que c'est un ratio financier. Un financier devant un tableau Excel qui a dû se dire, je dois économiser tant de frais fixes. C'est des salariés, hein, les frais fixes, entre autres choses. Donc je coupe. Et puis ben, après, ça va aller mieux. Sauf que bon, derrière les frais fixes, entre guillemets, hein, il y a des gens, il y a des histoires, des expériences, il y a des familles. Et que ben, quand on les supprime, eh ben, ça n'a pas des conséquences mathématiques. Voilà. Et ce dossier politique, comme l'a introduit Émilie, nous Alstom, hein, on a beaucoup de, comment dire, de gens de la sphère politico-économique qui gravitent autour de nous. C'est-à-dire que lors du rachat de Alstom Power, Alstom Energy par General Electric, la directrice de GE France s'appelait Clara Guémard, femme de Hervé Guémard. Le président directeur général de General Electric Renouvelable, auquel appartient Hydro, s'appelle Géraud Pécresse, mari de Valérie Pécresse. Le nouveau président de General Electric France s'appelle, comme l'a dit Émilie, Hugues Bailey, ancien directeur de cabinet d'Emmanuel Macron au moment où il était ministre de l'économie, au moment où il a parifié l'accord de la vente de Alstom Energy à General Electric. Donc tout ça est tout sauf des coïncidences. Pourquoi ce monsieur est arrivé là, monsieur Bailey? Eh ben, bon, je vous fais un petit peu de complotisme à 2 balles, mais mine de rien, c'est peut-être pas si idiot. C'est que peut-être que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on entend sur que ce serait pas juste industriel, ce serait pas juste des relations économiques, mais qu'il y aurait peut-être autre chose derrière cette vente, d'autres gens qui en auraient profité. Si vous regardez le documentaire Guerre fantôme, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de parties des banques d'affaires, des agences de communication, des conseils en ceci, en cela. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qui a été dépensé pour que cette fusion se fasse. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont gagné de l'argent sur cette fusion. Et c'est pour ça aussi qu'un certain nombre de gens étaient très, très déçus quand Siemens n'a pas pu racheter Alstom Transport, parce que c'était la même chose. C'était des commissions de banques d'affaires, c'était des commissions de conseil, des commissions d'avocats, des commissions de cabinets de communication qui n'ont pas été pris vu que ça ne s'est pas fait. Donc ces gens-là étaient très tristes. Et donc monsieur Bailey, s'il est là, c'est peut-être pour s'assurer de l'intérieur que tout le monde est bien dans le rang, que ça sort pas, qu'il n'y a pas d'infos compromettantes qui sortent, et tenir un petit peu la maison de l'intérieur. Donc il est peut-être en service commandé. Bon, ça c'est la fin de la page complotiste. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait à Grenoble? On fait des turbines hydrauliques qui vont dans les barrages. Donc là, on recoupe avec l'atelier qui a eu lieu hier sur la privatisation des barrages. Quand il y a des menaces de privatisation, que font les acteurs, les propriétaires de ces barrages, les exploitants de ces barrages, parce que le propriétaire c'est l'État, les exploitants c'est EDF, CNR et l'HM en France, et ces gens-là, ils se disent, si moi je vais mettre des sous pour que le barrage y tienne et que dans 2 ans, ce soit quelqu'un d'autre à qui profite de l'argent que j'aurai investi, moi j'investis pas. Et puis l'autre, s'il veut mettre des sous, c'est lui qui les mettra.
Et ce petit jeu-là, ça dure depuis pas loin de 10 ans. Donc on a de la maintenance qui est faite, mais on va dire la maintenance vraiment la plus... quand vraiment on peut plus y couper, quoi, quand vraiment ça menace soit la sécurité, soit la production d'électricité. Donc là, on investit 3 sous pour que ça continue à tenir quelques mois, quelques années, jusqu'à ce qu'il y ait une décision qui soit prise sur est-ce qu'on change les exploitants ou pas. Donc nous, ça nous a impacté en tant qu'entreprise, parce que si on n'investit pas, on n'a pas de commande. Si on n'a pas de commande, les gens ont moins de choses à faire. Donc voilà, toutes ces choses-là sont liées. Et là, je continue et je termine sur les barrages. C'est que, outre cet aspect économique, je dirais, il y a aussi tout l'aspect danger que représente un barrage mal géré. Un barrage mal géré, ça peut se casser, ça peut fissurer. Il y a des gens en dessous qui ont besoin d'eau pour irriguer. Il y a des gens en dessous qui ont besoin d'eau pour refroidir des centrales nucléaires. Il y a des habitants dans les vallées qui, si le barrage pète, ils vont devoir s'acheter des bouées. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont liés. Donc voilà un peu ce qui s'est passé sur le plan social de GE Hydro à Grenoble. Et on va dire qu'on était un peu précurseur de toute une vague de suppression de postes que enclenche General Electric au niveau France, Europe et même monde. Et il y a de très grandes similitudes entre ce qui s'est passé à Grenoble et ce qui se passe à Belfort. Sauf que, comme j'ai déjà dit, Grenoble n'est pas Belfort. Et Belfort, c'est beaucoup plus gros. Le bassin d'emploi est beaucoup plus petit. Donc, c'est beaucoup plus, on va dire, l'impact social va être énorme. Très, 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 très grave. Les gens, là-bas, n'ont pas de plan B. Donc nous, entre guillemets, on a réussi à limiter la casse à Grenoble, mais l'entreprise est très très mal aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'avais fait une petite anecdote hier sur l'atelier barrage. Et quand nos dirigeants divers et variés nous expliquent que le privé c'est mieux que le public parce que c'est des gens plus sérieux, que ça gère mieux et que c'est mieux fait, je peux vous dire de l'intérieur que non, c'est pas vraiment plus sérieux, que c'est pas vraiment des raisonnements rationnels, économiques, et surtout, c'est pas du tout des raisonnements qui visent le long terme. Il faut savoir ce qu'on appelle long terme chez nous, à General Electric, c'est 6 mois. Voilà. Donc, si vous voulez confier vos barrages, vos centrales nucléaires ou toutes les choses dont la santé, l'alimentation ou la vie peut dépendre à des gens qui gèrent ça aux 6 mois et qui mettent du scotch quand il y a une fissure qui apparaît, voilà, c'est là qu'il faut aller. Mais quand c'est des biens publics, des biens de long terme, des biens communs et des choses qui engagent sur des années, voire des dizaines d'années, c'est fortement déconseillé quand même d'aller vers le privé parce que leur horizon de temporalité n'est pas du tout le même. Voilà. Donc, écoutez, je vais passer la parole à mon collègue de Belfort. Oui, juste les deux plans sociaux. Ouais, on peut applaudir. Et l'annonce des deux plans sociaux, mais ça c'est assez classique, vous connaissez, ça s'est fait juste après des élections, puisque Grenoble c'était quoi, 15 jours après l'élection législative, et avant les vacances au mois de juin. Et donc Belfort, c'était, alors là c'est mieux, 48 heures après les élections européennes. Donc voilà, où ça sentait, ça montait. Hein, parce que moi j'avais eu quelques coups de fil. Et là, 2 jours, parce que plus c'est gros, plus ça passe. Mais les salariés ils ont quand même fait ils sont tout de suite mobilisés parce qu'il y a quand même eu des choses qui sont passées. Hein. Ils ont empêché le PSE de se déclencher parce que maintenant en plus ce que vous aviez pas eu, c'est qu'avec les lois travail, les lois Macron, ça va plus vite. Donc organiser la lutte c'est plus compliqué. Et il y a eu la grande manifestation à Belfort où il y avait énormément de monde. Je crois qu'à Belfort, enfin moi je suis pas du coin, mais on n'avait pas vu, moi j'y étais, mais on n'avait pas vu autant de monde depuis bien longtemps. Et il y avait, alors nous à la France Insoumise, on y était présents, parce qu'il y avait Jean-Luc Mélenchon, j'y étais, Anne-Sophie Pelletier, et aussi, je venais juste à le dire avant de donner la parole à Alexis, l'ensemble des militants de la France Insoumise localement, qui aussi sont en soutien et qui sont là. Voilà. Donc là, je vais laisser la parole à Alexis qui va nous raconter donc aussi les turbines à gaz, où elles sont, l'enjeu aussi pourquoi les Américains veulent emmener ça aux États-Unis, parce que c'est pas le même hertz, il me semble. Et comment la lutte s'organise et les actualités et la rentrée de septembre pour qu'on soit tous et tous mobilisés derrière vous. Merci, bonjour à tous. Alors Alexis de Belfort, General Electric. Et juste en complément sur ce que vient de dire Émilie par rapport à l'action que nous avons faite, la grande manifestation du 22 juin, ce qui, moi, m'a fait chaud au cœur, c'est au-delà du nombre, 8000 personnes pour Belfort, c'était assez inédit, c'était la diversité des personnes.
Ce n'étaient pas seulement des salariés qui défendaient leur emploi. D'ailleurs, moi, dans ma démarche, je ne fais pas ça tellement pour défendre mon poste, mais pour défendre un territoire. Grégory l'a dit, il y a des questions politiques, des questions industrielles derrière nos luttes, mais c'est aussi défendre un territoire, parce qu'il faut savoir qu'un emploi industriel, c'est de 3 à 5 emplois indirects. Et quand on parle d'emploi indirect, on peut penser aux sous-traitants, mais un emploi indirect, c'est l'institutrice, c'est notre boulanger, c'est notre pharmacien, c'est tout l'écosystème qui fait que la vie humaine, elle est possible sur un territoire. D'où l'importance, comme l'a bien souligné Grégory, à Belfort, où Belfort s'est construit autour d'Alstom, et Alstom s'est construit à Belfort. Si l'industrie tombe à Belfort, le risque, c'est que Belfort devienne un nouveau ghetto économique, comme il en existe trop en France. Il existe trop de friches industrielles. Et cette question, Grégory, encore une fois, l'a bien dit, c'est éminemment politique. Je vais revenir un petit peu sur Alstom, qui a 140 ans d'histoire à Belfort. Donc c'est arrivé en 1879, juste après 1870, la défaite de la France face à l'Allemagne. Au début, c'était la SACM, la Société alsacienne de construction mécanique, qui, au début du 20e, s'est associée à Houston Thomson. On a gardé le Thomson, on a gardé le Alsace, et ça a donné Alstom. Alstom avec un H, parce qu'il y avait le H de Thomson. Et il y a quelques années, on a enlevé le H de Thomson pour des questions linguistiques, parce qu'en anglais, Alstom, c'était compliqué à prononcer. Et c'était très symbolique. Enlever le H, c'était le H de humain. Alors moi, j'étais jeune, mais c'était à Belfort. Je peux vous dire que dans le symbole, c'était assez fort, et on n'a pas aimé nous enlever cette dimension humaine. Qui est General Electric? Alors moi, je suis arrivé chez GE en 2004. C'était un gros groupe industriel, et j'insiste sur le mot industriel, mais en fait, c'était la première capitalisation boursière, mais jusqu'à la crise de 2008, on présentait GE comme un groupe industriel. À Belfort, on faisait nos turbines à gaz, on faisait nos centrales électriques, on nous laissait tranquilles. On dégageait un pognon de dingue, on était bien. Voilà. La crise de 2008, toute l'activité financière se casse la gueule. GE se sépare de GE Capital, qui dégageait beaucoup de pognon. Et à l'époque, enfin après coup, parce que c'est toujours comme ça en fait, les économistes, ils savent commenter ce qui s'est passé, mais pas ce qui est en train de se passer. Ils ont dit, à l'époque, General Electric, il pouvait faire du pognon facilement. N'importe quel crétin, je l'ai lu, un analyste qui a écrit ça, n'importe quel crétin pouvait faire de l'argent facilement, avant la crise de 2008. Donc notre patron à l'époque, il s'appelait Jack Welch. Il avait été élu PDG du siècle parce que il avait réussi à construire GE, mais n'empêche que son édifice il s'est écroulé à cause de la crise de 2008. 2008, on se sépare de la partie financière, donc GE s'est concentré sur l'activité industrielle. Et dans ce malheur-là, on a voulu appliquer aux activités industrielles les mêmes méthodes que les méthodes financières, c'est-à-dire une rentabilité à 3 mois. Ce que disait Grégory, et je peux vous assurer, quand il vous dit on n'a pas une vision à 6 mois, c'est vrai. Nos managers sont incapables de dire ce qui va se passer dans 3 à 6 mois. Et ça, il en a fait une aparté, mais quand on nous explique que le privé sait gérer, que le public ne sait pas gérer, je peux vous dire que non. C'est des décisions qui sont prises à la machine à café et voilà, sans stratégie vraiment long terme. Donc à partir de 2008, nous, ça allait. On vendait beaucoup de machines et l'étau s'est resserré en 2013 où on nous a demandé de faire le même taux de rentabilité que la finance, donc un nombre à 2 chiffres. Or, comme tout marché, les marchés sont cycliques, on est arrivé dans un creux de vague et il a fallu faire des économies. Il a fallu licencier, il a fallu appliquer des méthodes un peu bêtes, fonctionnaliser l'entreprise. C'est-à-dire que moi, je travaille au bureau d'études, mon voisin qui travaille à l'atelier et mon autre collègue qui travaille aux achats, on n'a pas de patron en commun avant 4 étages dans la fusée. Donc, mon collègue qui est aux achats, son objectif, ça va être d'acheter à bas coût. Moi, mon objectif au bureau d'études, ça va être de faire un design toujours plus performant. Donc, je vais changer mon design dès qu'il faut. Et à l'atelier, il faudra monter vite et sans faire de stock.
Sauf que tout ça, ce sont des objectifs qui sont contradictoires. Aux achats, ils ont racheté en gros volume pour acheter à bas coût. Moi, j'aurais changé mon design, donc ils auront stocké tout un tas de pièces qui ne serviront plus à rien. Et à l'atelier, ils auront un tas de pièces qui ne servent plus à rien. Ils auront fait des inventaires de dingue. Et voilà, c'est comme ça qu'on casse une entreprise. La deuxième grande idée de General Electric, c'est la régionalisation, qui peut intuitivement être une bonne idée, qui est de dire on va se rapprocher des clients. Oui, c'est une bonne idée. Sauf que c'est fait du point de vue des États-Unis. Et du point de vue des États-Unis, le monde, ça se découpe en grandes régions. L'Europe, l'Asie, l'Afrique. Et c'est comme si vous demandiez à un Espagnol de faire des affaires avec un Norvégien. C'est ça la vision des États-Unis. Donc forcément, ça ne marche pas, parce que culturellement, même si on est européen, même si on est humain, il y a des choses qui ne marchent pas. Et nos clients, ce qu'ils préfèrent, c'est avoir en face d'eux des gens qui connaissent les machines. On n'a peut-être pas de la même culture, mais ce qui marchait bien, c'était des Belfortins qui connaissaient bien les machines, qui pouvaient discuter techniquement avec les clients et du coup vendre le produit approprié à leurs clients. Et la régionalisation a cassé tout ce savoir-faire-là. Conséquence de tout ça, on est dans un creux de vague de marché. On casse encore plus nos façons de faire, on perd des parts de marché, on est là dans les choux, on est en train de casser un fleuron industriel. On a pressenti ce mouvement-là, un peu dans cette régionalisation, dans cette fonctionnalisation. Il y a eu des signes précurseurs. C'est-à-dire qu'en 2016, on est passé d'un budget prévisionnel de 60 millions de bénéfices, du jour au lendemain à moins 60 millions, un déficit de 60 millions. Donc du coup, nous, on a fait un droit d'alerte économique pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce revirement du jour au lendemain. Et on s'est rendu compte que dans les comptes, il y a des curseurs comme ça qu'on va bouger pour faire remonter du pognon au siège. Et ce qui grève nos bilans financiers, nos budgets, sont des royalties, sont le prix de la technologie, ce sont rémunérés nos grands patrons, la marque. Voilà, on paye GE, on paye la technologie, qui n'est plus à Belfort. D'ailleurs, je veux le préciser, quand General Electric achète une entreprise, la première chose qu'elle fait, alors déjà, elle vide les comptes, mais elle prend les brevets. Elle prend les brevets, elle les met ailleurs. Alors pour Alstom, ça a été mis en Suisse parce que ça coûte pas cher et qu'ils ont pu se faire une grosse marge dessus. Donc après, on doit payer à Belfort, on doit payer la technologie des brevets qui ont été développés à Belfort. Et donc c'est sur ce jeu de curseur-là qu'ils rendent les sites comme Belfort déficitaires. Ça s'appelle de l'évasion fiscale. Ou de l'optimisation fiscale, c'est comme vous voulez, mais c'est comme ça que on vide les comptes de Belfort, que du coup à Belfort on ne paye plus d'impôts, etc., etc. Et qu'après on pointe du doigt, mais regardez Belfort, vous êtes déficitaire, vous êtes mauvais, donc en toute logique, vous ne vendez plus de machines, vous êtes déficitaire, on va vous fermer. Avec un ratio de 45%, c'est marrant, comme on retrouve ailleurs, c'est purement le résultat d'un calcul Excel de personnes qui sont complètement hors sol et qui ne savent pas ce qu'est l'activité industrielle. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on se retrouve dans la même situation qu'à Grenoble. On se retrouve dans une situation où le marché repart, mais on n'est plus en capacité de prendre les marchés. Alors je ne sais pas, Grenoble, j'ai cru entendre dire que vous vouliez réembaucher. On essaye, mais ce qui est ubuesque, parce que qui veut venir dans une entreprise qui a massacré les gens et on va arriver dans cette situation-là, c'est inévitable. Le marché va repartir et on ne saura plus faire de turbine à gaz. Et au-delà de la turbine à gaz, parce qu'effectivement à Belfort, nous fabriquons des turbines à gaz, mais nous fabriquons également les turbines vapeur, les alternateurs qui équipent les centrales nucléaires et charbon de France et du monde entier. On a pu dire, on a entendu parler notre ministre de l'économie, mais la turbine à gaz, c'est mort. Hein. Turbine à gaz, comme son nom l'indique, ça brûle du gaz, une énergie fossile. Il faut s'en passer des énergies fossiles. Oui, moi je suis d'accord, il faut se passer des énergies fossiles, c'est pas bien, c'est sale. Sauf que, je vais être très, très rapide, mais un réseau électrique, il tourne à une certaine fréquence, 50 Hz en Europe, et dans les 3/4 du monde. 60 Hz aux États-Unis, en Arabie Saoudite, au Brésil et dans une partie du Japon. Bon, ça c'est technique. Il faut qu'à tout moment, la production électrique soit égale à la consommation électrique. C'est-à-dire que quand j'allume ma lampe, quand je mets ma machine à laver, il faut qu'en face, les turbines vapeur, les turbines à gaz augmentent la puissance équivalente à la puissance que je suis en train de consommer. Pourquoi je vous dis ça ?
Parce que on nous a dit le gaz c'est sale, il faut remplacer par le renouvelable. Sauf que le renouvelable, par définition, il est intermittent. Aujourd'hui, il y a du soleil. Il n'y a peut-être pas de vent, mais il y a du soleil. Donc tous les panneaux solaires vont cracher. Et ce n'est pas uniquement à Grenoble, à Toulouse. C'est dans toute l'Europe quasiment qu'il y a du soleil. Et quand il n'y a pas de soleil, c'est dans toute l'Europe qu'il n'y a pas de soleil. Et il faut trouver des sources de production électrique qui soient suffisamment flexibles pour pallier à ces aléas. Et aujourd'hui, en France, on a misé sur le nucléaire. C'est pas très flexible, le nucléaire. Alors, on a l'hydraulique, qui est extrêmement flexible, mais qui a des capacités limitées. Donc, notre position aujourd'hui, c'est de dire le seul partenaire aujourd'hui qui est en mesure d'accompagner la pénétration du renouvelable, c'est la turbine à gaz. Parce que c'est la seule technologie aujourd'hui suffisamment flexible pour compenser les aléas dont je vous parlais quand on met notre machine à laver en route et quand il n'y a plus de vent, et que ça peut être assez brutal. D'ailleurs, je fais une petite anecdote, je ne regarde pas le temps, mais j'étais hier à Hendaye où on a discuté lutte, et au Pays Basque, côté espagnol, ils ont voulu installer une centrale nucléaire. Donc la résistance s'est mise en place, et ils ont fait un mouvement que j'ai trouvé assez original, c'est de dire on va mettre tous nos électroménagers en route en même temps, et on va tous les arrêter en même temps. Alors ça, un réseau, il n'aime pas, parce que ça fait des sauts de charge énormes, et effectivement, une centrale nucléaire, elle ne peut pas. Nous, nos turbines à gaz, elles peuvent compenser ce genre de choses. Voilà, c'était juste une petite anecdote. Où je voulais en venir, je me suis un peu perdu dans mes propos. La turbine à gaz a encore de l'avenir, mais à un horizon limité. On est dans une crise écologique, le gaz, oui, il faut s'en passer. Et c'est aujourd'hui où il faut investir dans de nouvelles technologies. Et notre démarche à Belfort, c'est d'une part de défendre la turbine à gaz, de dire elle a encore un avenir pour les 10, 15, 20 prochaines années, mais dans le même temps, il faut développer les technologies qui remplaceront la turbine à gaz. Et c'est dès aujourd'hui qu'il faut le faire. Alors on va parler hydrogène. Personnellement, je crois beaucoup à l'hydrogène. Après l'hydrogène, on peut l'utiliser dans une turbine à gaz. Quand on brûle de l'hydrogène, ça fait de l'eau. Bilan carbone nul. Le problème aujourd'hui, il faut pouvoir produire l'hydrogène de façon verte. Alors il y a des idées qui existent. Je vous parlais de renouvelables, le solaire, l'éolien. Des fois, les éoliennes, on les voit, il y a du vent, mais elles ne tournent pas. Parce que le réseau n'a pas besoin de la production de l'éolienne. Mais qu'est-ce qui empêche de produire de l'hydrogène quand il y a du vent ou quand il y a du soleil, mais que le réseau n'en a pas besoin? Donc le concept, il existe. Il demande à être développé. Il y a des pays comme le Japon qui prennent de l'avance sur ces questions-là. Et en France, on se rend compte qu'on ne fait rien. Et pourquoi on ne fait rien? Parce qu'il n'y a pas de politique industrielle. Ça fait 40 ans, je dirais, qu'il n'y a plus de politique industrielle. Depuis le TGV, depuis le Minitel. Moi, je m'amuse à dire que depuis l'invention du Minitel, il n'y a plus de politique industrielle. Et on évoquait tout à l'heure la vente à la découpe d'Alstom. Qu'est-ce qui fait la politique industrielle en France? Ce sont les banques d'affaires qui se frottent les mains à chaque fois qu'il y a un contrat qui se fait. Et comme l'expliquait Grégory, manque de peau, ils n'ont pas réussi à vendre la branche ferroviaire d'Alstom, ce qui reste d'Alstom. Mais à discuter le rationnel derrière, il n'existe pas. Il nous parle de taille critique. On parle de taille critique à chaque fois. Alstom Energy était trop petit, il fallait qu'il soit racheté par General Electric. Ils sont trop gros, ils se cassent la gueule. Et ils avaient dit, comme ça, Alstom Transport aura une assise financière suffisante et ils pourront lutter contre la concurrence. Aujourd'hui, on nous dit, ils ont un carnet de commandes qui est plein, ils sont trop petits, ils sont sous la taille critique, il faut les associer à un autre. Mais c'est un argument qui est complètement fallacieux, parce qu'on oublie que qu'est-ce qui fait la pérennité d'une industrie? C'est pas la taille, c'est pas du tout la taille, c'est sa capacité à innover. Il y a un très bon exemple en France qui s'appelle SEB, qui est un nain industriel face à ses concurrents, mais qui arrive à émerger et à progresser parce qu'ils arrivent à investir, ils font des produits innovants. Ils ont fait la cocotte minute dans les années 50, ils ont fait Actifrail il y a une dizaine d'années. Ils arrivent toujours à faire des produits innovants dans le sens où ils sont réparables, etc., etc. Donc Alstom Transport, ils étaient dans cette posture-là, de savoir innover. Ils ont fait le TGV, ils ont fait des locomotives extrêmement innovantes. Il faut continuer à innover. Et c'est le travers, je regarde le temps, vous me coupez si je vais trop long. General Electric n'est plus dans cette dimension industrielle d'innovation. Comment dépense son argent General Electric? Une petite moitié de l'argent qui est dégagé
qui est produite, qui est dégagée par an, c'est pour rembourser sa dette. Ah oui, parce que j'ai oublié un détail. Il faut savoir qu'en 2016, par exemple, General Electric a dépensé 140% de ses bénéfices sous forme de dividendes aux actionnaires, plus que ce qu'ils gagnaient. Ils avaient habitué tellement leurs actionnaires à les gaver d'argent avec l'argent facile dont je vous parlais tout à l'heure, qu'ils ont été obligés d'emprunter. C'est un groupe qui s'est endetté pour rémunérer ses actionnaires. Donc aujourd'hui, ils sont obligés de se désendetter, un peu moins de 50% pour se désendetter, un gros tiers pour continuer à rémunérer les actionnaires, une dizaine de pourcents pour acheter des boîtes extérieures, la croissance externe, et le reste, moins de 8% dans l'innovation. Donc on est dans un groupe qui préfère se développer à l'extérieur que développer ce qu'ils ont déjà acquis. Donc ça, on est voué à mourir dans cette optique-là. Parce qu'encore une fois, c'est si on est en mesure de s'adapter au marché, si on est en mesure d'innover, que l'industrie peut se développer. Et quand je vous dis qu'on n'a pas de politique industrielle, que la technologie de demain, c'est aujourd'hui qu'il faut la développer, ce sont des groupes comme General Electric qui possèdent les moyens financiers, au-delà des moyens, les compétences, les savoir-faire, ce sont les moyens financiers qui sont nécessaires. Si les groupes ne le font pas, qui le fait ? Et là, on se trouve vraiment dans une équation qui est compliquée. Et c'est là où on interpelle les politiques pour vraiment remettre au goût du jour une politique de plan, une politique de développement industriel pour répondre aux enjeux industriels de demain. Alors on parle d'énergie, pour moi c'est un gros enjeu, mais il y en a plein d'autres. Le transport est aussi un enjeu. Alstom Transport a des choses à dire. Et 140 ans d'histoire, c'est pas anecdotique. Aujourd'hui, ce qu'aime bien faire General Electric, c'est délocaliser dans les pays à bas coût. Alors, moi, je ne veux pas dévaloriser le travail de nos collègues indiens, de nos collègues chinois. Ils savent faire, mais malheureusement, enfin heureusement pour nous, pas aussi bien que nous. Je peux vous assurer que l'expérience industrielle, c'est une notion qui est très forte. Et peut-être pour illustrer ce propos-là, je vais prendre l'exemple de Boeing, qui, il y a une dizaine d'années, sous couvert de réduction de coûts, a fait ce que fait General Electric aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont délocalisé un certain nombre d'activités en Russie, en Inde, dans des pays à bas coût. Ils ont viré du monde, donc les savoir-faire. Et aujourd'hui, vous êtes sans doute au courant que le fleuron, enfin ce qui devait être la vitrine commerciale de Boeing, elle est clouée au sol. Parce que les avions ne sont pas fiables. Là, c'est le chemin qu'on est en train de prendre. Alors, on ne va pas faire de mort avec nos turbines, mais par contre, on risque de tuer un territoire dans un premier temps. Des centrales électriques qui pètent, on en a eu. Heureusement, sans dommages, uniquement des dommages matériels, mais on commence à avoir des problèmes comme ça. Je crois que j'ai fait le tour. Si tu veux rebondir. Alors, je veux juste dire quelque chose sur la recherche et l'innovation. Je pense qu'en plus, vous touchez combien du crédit impôt recherche que, soi-disant, c'est fait par l'État pour aider le monde de l'entreprise à innover. Et au-delà, parce que moi, je suis conseillère régionale. Nous, à la région, on a les bourses doctorales et que maintenant, il faut tout le temps faire au monde de l'entreprise parce que c'est eux qui aident et comme ça aide à innover. Voilà, donc on voit bien que l'argent, il me semble m'avoir dit que l'argent du crédit impôt recherche et du CICE, ça servirait c'est juste le même montant que pour payer l'amende s'ils ne respectent pas l'accord. Donc en plus, voilà, c'est l'argent public, donc c'est notre argent, c'est votre argent qui permet à AGE de payer les engagements qui ne tiennent pas s'ils ont l'amende. C'est à peu près le même prix. C'est de l'argent qui monte directement au groupe pour rémunérer les actionnaires. Donc, alors Grégory voulait rajouter quelque chose et après ça sera Jérémy sur qu'est-ce qui s'est passé derrière cet accord. Vous allez voir, c'est un bon James Bond. Je vais rouvrir une page complotisme. Peut-être pas tant que ça. Oui, excusez-moi, je reprends parce qu'il y a des choses qui me sont revenues et je rebondis sur ce que dit mon collègue. C'est des points importants parce que pour vous donner aussi ce que c'est qu'un plan social, la façon dont ça a été fait historiquement, parce qu'aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Historiquement, un plan social, c'est le dernier recours. L'entreprise va très très mal, il n'y a plus le choix, il faut se séparer des salariés. C'est le dernier recours. Aujourd'hui, les conditions d'un plan social ont été très allégées
Et en fait, c'est vu comme un obstacle. Enfin, aujourd'hui, c'est un plan social, c'est compliqué, c'est lourd. Donc, du coup, on fait des ruptures conventionnelles, c'est plus rapide, on se tape dans la main, merci, au revoir. Mais le travail industriel que doit faire un industriel, que GE n'est pas, hein. GE n'est pas un industriel. GE est une société, moi je l'ai compris après, hein, quand on nous a racheté, c'est pareil, comme tout le monde, on nous a dit, oh, bah, super, un grand groupe industriel, voilà des gens sérieux. En fait, GE est un groupe financier et moi, mon analyse à moi personnelle, c'est que c'est un broker en entreprise, achat-revente d'entreprise. Donc ça va être illustré parce que General Electric n'est pas à son coup d'essai hein, sur le rachat de... Vous verrez ça dans le documentaire Guerre fantôme et mon collègue va peut-être revenir dessus, mais un des processus qui a été utilisé par GE, c'est une boîte marche bien, fait de l'argent. Elle a fait de la corruption en Indonésie, c'est pas bien du tout. Le ministère de la Justice américain s'y intéresse en disant « Monsieur, vous avez corrompu des gens, c'est pas bien du tout. 5 milliards d'amendes. Attendez, moi j'ai pas cet argent-là. Oh là, c'est dommage comment vous allez faire. » J'y arrive en disant « Attendez, moi je vous rachète si vous voulez. Comme ça, plus d'amendes. » Et là, hop, plus de problème, plus d'amendes, sauf que l'entreprise, elle est plus propriété de la France. Oui, non, mais GE devait la prendre en charge. Dans le cadre de la vente, GE devait payer l'amende que l'État américain a infligé à Alstom, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire, donc du coup, c'est Alstom qui a payé l'amende quand même. Oh zut, quel dommage. Mais GE n'est pas à son coup d'essai, c'est très bien expliqué dans le documentaire, et on va sûrement revenir dessus, mais il y a plusieurs sociétés, et celle qui marche le mieux chez General Electric, c'est des anciennes sociétés qui ont été rachetées par le coût d'une amende. Donc ça, c'était un petit aparté. Donc on voit qu'il y a une très bonne synergie au niveau économique et juridique entre aux États-Unis, ça marche très bien ensemble. Hein, Et moi, je voulais revenir un peu sur l'aspect plan social, parce que là, je voudrais saluer le travail qu'ont fait mes collègues syndicalistes à Belfort, c'est-à-dire qu'eux ont fait le travail que devrait faire un industriel, à savoir quand un des secteurs industriels décline, ou est peut-être moins performant qu'avant, et ben on cherche des alternatives. On se dit, bah tiens, comment vais-je pouvoir utiliser mes gens? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Et à Belfort, ils font des turbines à gaz, et une turbine à gaz, ça ressemble énormément à un moteur d'avion. Donc on se dit, bah tiens, l'aviation, le boom de l'aviation, on n'arrête pas de voir tout le monde qui commande des avions, on sait plus comment les produire. Bah très bien, si on vend un peu moins de turbines à gaz, produisons des moteurs d'avion, moyennant quelques investissements, ça c'est un gros mot chez GE, mais moyennant quelques investissements, les gens qui ont le savoir-faire pour faire des turbines à gaz, c'est peu ou prou le même savoir-faire que pour faire des turbines d'avion. Donc on dit, bah allons-y, lançons-nous là-dedans. Mais ça, c'est l'intersyndicale de Belfort qui le propose. Ça devrait être un raisonnement d'industriel, de patron. Là, on vit la même chose sur le diesel. Le diesel qui est en perte de vitesse, donc tout ce qui est injecteur diesel, etc., les usines qui fabriquent ça, il va falloir qu'elles fassent autre chose. Il y avait, pas très loin d'ici, je crois, Bosch Rodez, qui travaillait sur le diesel et qui s'est diversifié, qu'ils ont changé. L'usine est restée, maintenant ils ne travaillent plus dans le diesel, ils travaillent dans autre chose. Mais les patrons des industriels ont pris le virage, ont anticipé pour ça. Et là, malheureusement, tout ce travail d'anticipation, c'est l'intersyndicale qui le fait, avec ses petits moyens, avec ses propositions. Et là, ce qu'on entend côté direction, c'est oui, c'est très bien ce que vous dites, y compris chez Monsieur le maire, mais on n'a pas le temps, il faut aller vite. C'est un peu ce qu'on nous a dit à Grenoble. Hein. Nous, c'est notre directeur qui nous a dit, bon, d'abord, on vire les gens, puis on verra après. Hein. Sauf qu'une fois qu'on n'a plus le savoir-faire, et ces histoires de savoir-faire, je voulais revenir au-dessus parce que c'est très important. Quand on gère à long terme, on essaie de conserver des savoir-faire. Les savoir-faire, entre parenthèses, qui sont différenciateurs au niveau mondial, que les gens qui ont une compétence pointue dans les domaines industriels, que nos camarades dans les pays à bas coût n'ont pas encore, parce qu'il y a 100 ans d'histoire, 140 ans d'histoire derrière. Et quand on perd ça, parce qu'effectivement, moi je fais le parallèle avec la fabrication de l'EPR de Flamanville, EDF, le chaudronnier nucléaire, lors du développement du programme nucléaire, et ben on en a fait plein, les gens ont de l'expérience, ils savaient faire. Sauf qu'une fois que le programme nucléaire s'est arrêté, on a un chaudronnier nucléaire, mais il ne chaudronne plus rien parce qu'il n'y a plus de centrale nucléaire à fabriquer. Donc EDF qui a aussi pris le virage de l'entreprise financière, hein, ces gens-là, ils ne servent plus à rien. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en débarrasse. Et puis quand on arrive maintenant à faire un bel EPR, top technologie, très compliqué, bon, allez, qui c'est qui fabrique? Ils sont où les gens qui fabriquent? Il n'y en a plus. Qui c'est qui sait faire? Il n'y en a plus.
Donc comment on fait? Eh ben, on a atteint l'exemple de Flamanville. Voilà, on ne sait plus faire, on rate, un retard, 1 an, 10 ans de retard, magnifique. Je termine là-dessus, hein, désolé, vous voyez, ça me passionne, je pourrais tenir longtemps, mais il faut que je laisse mes petits camarades aussi. La sous-traitance, comment ça marche? Avant, c'était comme à Belfort, on avait un bureau d'études, une fabrication et des gens qui installaient. Tous ces gens-là avaient le même patron au global. Maintenant, on découpe, on sous-traite. On sous-traite en interne, on sous-traite en externe. Donc on a des gens qui font des plans, des sous-traitants internes ou externes qui font des plans suivant nos spécifications. On a des gens externes qui fabriquent et on a des gens externes qui montent. Donc tout ça, ça se passe et à la fin, quand on appuie sur le bouton on et que ça ne marche pas, à qui la faute? C'est celui qui a mal monté, c'est celui qui a mal fabriqué, c'est celui qui a mal dessiné. Et là, on a 3 sociétés différentes qui défendent elles-mêmes leurs intérêts. Là, on parlait un peu des contrats pendant les barrages. Tout le monde a des gens juridiquement blindés en disant « Attendez, monsieur, vous m'avez demandé de faire la pièce comme ça, moi je l'ai faite comme ça. » « Ah ouais, mais elle ne se monte pas. » « Ah, c'est pas mon problème, monsieur, moi j'ai fait comme vous m'avez demandé. » Et là, à la fin, on arrive à des aberrations, et nous, on commence à les vivre. On avait alerté, à G-Hydro, ça commence à passer, et les gens en interne qui avaient les compétences, les experts du bureau d'études, les experts de fabrication, les experts d'installation, ils sont partis avec le plan social chez nous. Donc quand on reprend, quand on essaie de dérouler la ficelle en disant « Bon, alors c'est où que ça a merdé? C'est l'installation, c'est la fabrication, c'est le bureau d'études. » Et bien on n'a plus personne en interne qui est capable de dire « Ah, mais bien sûr, ça n'était pas comme ça que ça devait être fait. » On ne sait plus. Donc là, on va au-devant de gros problèmes, de gros litiges clients, de choses qui vont coûter très cher, de perte de crédibilité dans l'entreprise, parce que le client, la prochaine fois, on lui fait le coup une fois, on ne lui fera pas 2. Hein. Donc voilà un peu ce qui se passe au niveau industriel, et ça s'est passé chez General Electric, mais je pense que ça se passe aussi dans beaucoup d'autres entreprises. Quand on est racheté, les groupes profitent, parce que ce que fait aussi General Electric, c'est qu'ils arrêtent la R&D. La R&D, ça coûte cher. La R&D, on met des sous, mais on ne sait pas ce qui va sortir. Des fois, il y a des bonnes idées qui rapportent des sous, des fois, il n'y a rien qui sort. Donc ça leur plaît pas trop ça, parce qu'on dit que moi je mets 10, je veux 20 après. La R&D, c'est pas ça. Hein. Donc là, on sait plus vraiment comment ça marche. Donc voilà où on en est, strictement financier, et on va droit dans le mur. Bon, j'arrête, désolé. À toi de jouer. Merci. Bon, bonjour à vous m'entendez? Ouais. Bonjour à tous. Donc moi c'est Jérémy, Jérémy de là-bas si j'y suis. Donc à la suite de Grégory, je vais réouvrir moi aussi une page complotisme, mais pas tant que ça en fait. Il a commencé à en parler. La vente d'Alstom, il y a un mot qui est au centre de cette histoire, c'est la corruption. Il y a de la corruption généralisée dans cette histoire. D'abord avec l'histoire qu'il a rappelée, le fait que les États-Unis s'autorisent à poursuivre n'importe quelle entreprise de n'importe quel pays dès lors qu'elle a repéré une histoire de corruption. Elles font ça grâce à l'extraterritorialité de leurs droits. C'est le seul pays au monde qui se donne le droit de juger un litige entre une entreprise française et un pot de vin versé en Indonésie. Alors, soyons clairs, hein, la corruption n'est pas tolérable. Le seul truc, c'est que c'est généralisé. On ne signe pas des contrats à plusieurs milliards d'euros dans des pays comme l'Inde, comme l'Indonésie, comme le Japon, sans verser des pots de vin aux députés. General Electric fait ça depuis 50 ans. Toutes les grandes entreprises font ça. Donc, ils se servent de ce prétexte pour poursuivre Alstom et obliger Alstom à se vendre donc à General Electric. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a une grande collusion entre General Electric et la justice américaine. En réalité, c'est pas exactement la justice américaine, c'est le Department of Justice. C'est un petit peu différent, c'est directement relié à la Maison Blanche. On est dans la branche exécutive de l'État américain. Donc c'est pour ça que moi j'aurais une analyse un petit peu différente sur General Electric. Je ne pense pas que ce soit un groupe privé. General Electric n'est pas un groupe privé industriel. C'est une excroissance de l'État américain. C'est un groupe parapublic qui sert aux États-Unis à mener des opérations de guerre économique, comme ils ont fait sur Alstom. Donc ça, bon voilà, c'est l'épisode de guerre économique. Je ne sais pas si vous avez envie qu'on en reparle, peut-être que vous poserez des questions là-dessus, mais c'est vrai que le documentaire Guerre fantôme avait déjà bien documenté tout ça. Nous, le film qu'on a fait avec Là-bas si j'y suis, c'est un petit peu différent. C'est sur le rôle de notre ami Emmanuel Macron dans cette histoire. Là aussi, je pense qu'on peut parler je ne sais pas si on peut utiliser le mot de corruption, mais en tout cas, le président de la commission d'enquête parle, lui, d'un pacte de corruption. Alors, comment ça s'est passé? Vous avez parlé des banquiers d'affaires, des conseillers en communication, des avocats d'affaires qui ont été rémunérés sur ce deal. Il faut savoir qu'il y a eu 600 millions d'euros d'honoraires versés au moment de la vente d'Alstom. 600 millions d'euros d'honoraires, ça fait 9% du prix total de la vente, c'est absolument aberrant. Aucune entreprise, aucune vente ne génère autant d'honoraires. Le truc, c'est à qui vont ces honoraires? À qui vont ces honoraires? Comme Alexis et Grégory l'ont dit, à des banquiers, à des avocats d'affaires, à des conseillers en communication.
que des gens qui sont très proches de Macron. Et là, on n'est pas dans le complotisme, puisque dans le reportage qu'on a fait qui s'appelle « Alstom Macron, histoire d'une trahison », allez le voir, abonnez-vous. On a repéré, en fait, on a suivi la piste que Olivier Marlex a déterrée, à savoir qui sont ces gens qui ont profité des 600 millions d'euros, et on se retrouve avec des gens, on a pris 3 exemples dans le documentaire, notamment l'exemple de Grégoire Chertok, qui est un associé gérant de la banque Rothschild, qui est le monsieur qui a négocié la vente pour Alstom avec General Electric. Il faut savoir que ce monsieur est un très proche d'Emmanuel Macron, ils se sont tirés la bourre parce que c'était les 2 plus jeunes associés gérants de Rothschild. Et c'est ce monsieur qui a négocié la vente. Macron, au moment de la vente, est secrétaire général adjoint de l'Élysée. C'est-à-dire que c'est encore un inconnu, c'est le sous-fifre de Pierre-René Lemain à l'Élysée. Et au moment de la vente, il bataille avec Montebourg, parce que Montebourg ne veut pas vendre, Montebourg qui est le ministre de l'économie, et Macron veut vendre, avec un argument qui lui ressemble déjà pas mal. Il dit « Nous ne sommes pas dans une économie dirigée, ici c'est pas le Venezuela ». Voilà. Donc à ce moment-là, François Hollande, qui ne veut pas fâcher l'allié américain, arbitre en faveur de Macron et autorise la vente. Montebourg essaye de se battre pour obtenir 2-3 concessions, mais concrètement, son travail consiste à faire passer la pilule, quoi. 2 mois après, il claque la porte et arrive notre ami Emmanuel Macron au ministère de l'économie. Donc là, on est en août 2014. C'est lui qui va finaliser la vente de General Electric. Il la signe en novembre. En novembre, quand il signe la vente, ça fait 5 mois qu'il a quitté la banque Rothschild. 5 mois. Et à ce moment-là, il s'occupait des fusions-acquisitions de grandes entreprises. Au moment quand l'annonce de la vente paraît dans la presse en avril 2014, tout le monde fait semblant de découvrir comment ça, General Electric est sur le point de se faire, Alstom est sur le point de se faire acheter par General Electric. Il faut savoir qu'on l'apprend le vendredi et que l'annonce c'est ça va être vendu dimanche pour une entreprise aussi stratégique qui gère les centrales nucléaires, qui gère les turbines sur nos sous-marins nucléaires. Enfin, vous voyez, on ne peut pas vendre ça du vendredi au dimanche sans prévenir le gouvernement. C'est juste pas possible. Tout le monde feint donc de découvrir en 2014 que General Electric va racheter Alstom. Or, Emmanuel Macron, qui était secrétaire général adjoint de l'Élysée, en octobre 2012, c'est-à-dire 2 ans et demi avant, il commande une étude à un cabinet américain pour savoir qu'est-ce qui se passerait si on vendait General Electric. Alstom, excusez-moi. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il a une information très directe, qu'il a recueillie au moment où il était banquier chez Rothschild, que l'actionnaire majoritaire d'Alstom, Martin Bouygues, qui possède 30% d'Alstom, veut vendre ses participations. C'est-à-dire que depuis 2 ans et demi, il sait que Martin Bouygues veut sortir d'Alstom. Il commande donc une étude qui étudie les possibilités. Et que préconise cette étude? Elle préconise bien sûr de vendre à General Electric, en promettant au passage une énorme plus-value à notre ami Martin Bouygues. Emmanuel Macron, qui est pas ministre de l'économie, qui n'a pas à commander cette étude normalement, une fois qu'il a l'information, n'en prévient personne. Ne prévient personne, ni le président de la République, ni Pierre-René Lemain, ni Arnaud Montebourg, le ministre de l'économie. Il garde cette info pour lui. Voilà, je sais que Martin Bouygues veut vendre, je sais que si on vend, il faut vendre à General Electric et que ça fera une belle petite plus-value à Martin, mais je ne le dis à personne. En mars 2015, quand il est auditionné par une des commissions d'enquête qui a eu lieu sur cette affaire, il nie la commande de cette étude. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas qu'il a commandé cette étude. Il ne reconnaît pas qu'il avait cette information. Encore une fois, je répète, au moment où il commande cette étude, ça fait 5 mois qu'il a quitté la banque Rothschild. Ça fait juste 5 mois qu'il est à l'Élysée. On peut légitimement se demander s'il n'est pas en train de servir les intérêts de Martin Bouygues qu'il conseillait à l'époque, plutôt que ceux de l'État. On est très légitimement en droit de se poser cette question. Notamment quand on voit que Grégoire Chertok, qui est le banquier de la banque Rothschild, l'associé gérant qui a négocié pour cette vente, est très proche d'Emmanuel Macron. Un autre cas, Bernard Mourad, qui est un banquier d'affaires bien connu, vous avez dû déjà entendre son nom, c'est lui qui en ce moment essaye de vendre les aéroports de Paris. C'est un très proche d'Emmanuel Macron, pareil. Il a fait une petite interview dans Vanity Fair, c'est le seul magazine qui arrive à obtenir une interview de Bernard Mourad, on se demande pourquoi. La journaliste lui demande « Mais vous allez vendre, vous êtes en train de négocier la vente des aéroports de Paris alors que vous êtes un proche d'Emmanuel Macron, est-ce que ça pose pas un problème ?» Il répond « C'est challenging. » Voilà, c'est challenging.
Il y a d'autres cas qui ressemblent à s'y méprendre à un pacte de corruption. Un monsieur qui s'appelle David Azema. Lui, c'est un autre profil. David Azema, c'est un haut fonctionnaire. Il était le patron de l'APE au moment de la vente, l'Agence des participations de l'État. C'est à lui que Macron commande l'étude en octobre 2012 qui dit qu'il faut vendre à General Electric. Lui non plus, il ne prévient personne. Et 2 ans après, qu'est-ce qu'il fait? Il rejoint la banque Merrill Lynch qui conseillait General Electric pour le deal. Merrill Lynch, vous avez dit le mot, ça ressemble à des agissements mafieux. Merrill Lynch, qui est donc une des banques qui a touché les 600 millions d'euros d'honoraires que se sont partagés les gens. L'affaire ne s'arrête pas là, ça va encore plus loin, toujours sur les pistes de la commission d'enquête. Vous savez, moi, c'est pas un travail très compliqué que j'ai fait. J'ai assez halluciné que personne n'ait relevé ces noms avant moi. En France, la liste des donateurs, elle n'est pas publique. Donc c'est assez compliqué, il faut se faire chier pour trouver les noms. Mais pour Macron, c'est tout simple. Il y a eu ce qu'on appelle les Macron Leaks. Vous tapez Macron Leaks sur Google, vous passez 5 minutes à chercher des noms qui étaient dans ceux qui auraient pu être intéressés, et dans ceux qui ont financé la campagne d'Emmanuel Macron, ce sont les mêmes. Grégoire Chertok est invité à des dîners de levée de fonds. David Azema participe à la campagne. Bernard Mourad est celui qui co-organise la levée de fonds de En Marche. Enfin, vous voyez, c'est des liens qui sont extrêmement troublants. Olivier Marleix parle d'un pacte de corruption en disant qu'on ne peut pas retrouver dans la liste des donateurs de campagne d'Emmanuel Macron ceux qui ont profité de cette vente qu'il a autorisée, en dépit du bon sens. C'est quand même incroyable. Et encore une fois, moi, ce qui m'a vraiment halluciné en faisant cette enquête, c'est que personne n'ait fait ça avant moi. On est là-bas si j'y suis, ok, c'est une émission qui a 30 ans, qui a une tradition de reportage et tout, mais on est un petit média maintenant qu'on n'est plus sur France Inter. On est 10. Il y a des grandes rédactions qui n'ont pas pris la peine de taper 3 noms sur Google. Je veux dire, vraiment, ça m'a pris 10 minutes de faire ces révélations, quoi. Enfin voilà, c'est un panier de crabes, cette histoire. En plus, je ne sais pas si vous avez suivi, mais General Electric est dans la tourmente puisqu'ils ont fait ils ont triché sur leur comptabilité aux États-Unis à hauteur de 38 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, 38 milliards, c'est à peu près le budget de l'éducation nationale en France. Ils ont triché de 38 milliards et ils sont en train de se... Enfin bref, voilà. Je vais arrêter, histoire qu'on passe aux questions après. Mais grosso modo, cette histoire, il y a vraiment quelque chose de louche là-dessous. Et il est probable... En tout cas, c'est ce que j'espère avec les éléments qu'on a récoltés, avec les enquêtes. Il y a plusieurs enquêtes en cours. Il y a Anticor qui a déposé 2 plaintes, notamment une contre Patrick Cron parce qu'il a plaidé coupable pour corruption aux États-Unis et n'a pas été poursuivi en France. Pourquoi ? Et donc il y a ça. Il y a le signalement d'Olivier Marleix qui est en train d'être enquêté par l'Office de lutte anticorruption. Mais l'Office s'est dessaisi, a transmis au parquet. Et la petite subtilité, c'est que le procureur du parquet va être nommé par Macron. Non, pas par Macron, excusez-moi, par la ministre de la Justice. Mais... Son employé. Donc on est dans une histoire proprement hallucinante où moi je savais, quand j'ai commencé cette histoire, je m'intéresse à l'économie, j'écris aussi pour Alter Echo, je m'intéresse à tout ça. Je savais qu'il y avait des histoires de corruption et tout ça, des pots de vin pour les gros contrats, je savais que ça existait. Mais il serait temps de balayer devant notre porte puisque la corruption est généralisée en France à ce niveau-là. Je suis en train de commencer une enquête sur d'autres grandes entreprises. C'est la même histoire, avec les mêmes noms, les mêmes banques d'affaires. Et ça pose des gros problèmes puisque ce sont des entreprises stratégiques. Airbus, Technip, Total. Toutes ces entreprises subissent le même sort. Bon voilà, on va continuer après, je vous laisse poser des questions. Oui, merci, on va... Alors, on va passer aux questions. Et juste aussi c'est qu'on est dans l'immonde aussi par rapport aux salariés. Parce que, par exemple, ce qui leur arrive à Grenoble, c'est moi, c'est marrant, je les appelle pour leur dire ça serait bien que vous veniez aux amphis d'été pour nous parler de ça. Parce que c'est important et je pense qu'on a le savoir et à l'expliquer et à le dire. Et en fait, j'ai Rosa, donc une syndicaliste, et qui était vraiment pas bien et qui me dit oui, mais là... Enfin oui, Émilie, on va le faire, on va venir et tout ça, mais là on est tous un peu chamboulés parce que en fait nos machines sont vendues aux enchères et que c'est à nous d'organiser nous-mêmes la vente aux enchères des machines. Donc voilà où on en est aussi, parce que pour un salarié, moi, quand ils m'ont fait visiter l'usine, donc j'avais pas forcément le droit, mais bon, j'ai pas pris de photo. Et voilà, et
donc il a pris sur son temps de libre pendant sa pause. Il pensait que ça allait durer 20 minutes parce que je suis une politique, mais non, en fait, je suis dans la France insoumise et j'adore l'industrie, donc 2 heures. Parce que à tout comprendre et que c'est juste passionnant de voir, parce que une turbine hydraulique, c'est plusieurs mètres, quoi. C'est envoyé par convoi, et quand une turbine part, parce que vous mettez 2 ans à construire une turbine hydraulique ou un peu plus, et il y a tout le monde, c'est-à-dire que du métallo au technicien, au bureau d'études, à l'ingénieur, au chercheur qui sort et qui applaudissent le convoi parce que c'est un travail collectif et qu'on en est fier et qu'il y a une fierté. Et qu'en fait, on voit, et d'ailleurs, quand il y a eu le plan social, c'était vos 100 ans, c'est les salariés qui ont le comité d'entreprise qui a organisé le film pour leurs 100 ans. La direction n'avait rien à faire et le film, en fait, a servi à défendre le plan social parce que, bien sûr, comme cadeau d'anniversaire, pour les 100 ans, c'est un plan social, vous, c'est 140 ans, quoi. Donc voilà, par rapport à ça c'est pour répondre quand on dit c'est les patrons qui créent la richesse. Non, c'est les salariés qui font la valeur ajoutée, et c'est les salariés qui aiment leur métier et qui la font vivre. C'est pas les banquiers. Voilà. Donc après, si vous avez des questions... Alors par contre, on n'a pas de micro sans fil, donc faut venir là. Parce que comme on est filmé, ça permet aux gens parce que bon, tous les ateliers sont filmés, on remercie la technique, mais ça permet aussi de faire revivre. Je vous invite aux réunions de GA. Des fois, on n'a pas forcément assez compliqué de faire venir quelqu'un. On a plein d'outils vidéo grâce à l'équipe numérique. Et on le met en place et on le refait, parce que c'est fait pour faire vivre. En tout cas, ça donne envie de pleurer, excusez-moi, d'entendre tout ça, parce que c'est quand même aussi notre avenir qui est bradé, qui est vendu. Et j'avais envie de faire un peu le lien avec ce qu'on appelle les impérialismes, et notamment l'impérialisme américain. Et j'avais cru comprendre qu'en fait, que la CIA, en fait, qui est une branche complètement instrumentalisée depuis les Clinton sur les questions d'affaires, parce que cette question de dénonciation de corruption pour dénoncer un contrat, je crois que c'est déjà arrivé en Amérique du Sud, sur l'histoire de télécommunications, et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas nouveau. Et si au final, tout ce qui nous arrive, si ce n'est pas un rapport aussi avec la construction européenne, construction d'un modèle européen qui voudrait en fait construire l'Europe comme un marché subsidiaire pour le marché américain, c'est-à-dire qu'à un moment on pouvait penser que l'Allemagne serait le catalyseur industriel et économique de cette Europe, mais on peut voir encore un petit coup de nos amis les Américains avec l'histoire du groupe Bayer et Monsanto, où en fait, bam, Monsanto se fait racheter par le groupe Bayer, et tout d'un coup, bam, multiplication des affaires, les Américains qui prennent conscience du danger des produits et des saloperies qu'ils ont vendus au travers le monde pour affaiblir un énorme groupe industriel et par derrière récupérer tout ça. Et je crois qu'il y a aussi un petit exemple un peu du même acabit en France, c'est Perrier. Je crois que Perrier, la petite histoire, c'est qu'ils avaient toute une partie de leur marché qui était sur l'exportation vers les Américains. Ils font une petite étude disant « Ah, Perrier, c'est dangereux ». Perrier chute dans ses ventes, ils rachètent, ils refont une étude. Perrier n'est pas dangereux pour la santé. Perrier est américain. Donc, à un moment, j'ai envie de poser cette question, plus que sur la question de marché, etc., sur cette question par rapport à cette indépendance économique et politique, s'il n'est pas grand temps de poser la question de la renationalisation de tous ces secteurs clés, où au travers cela, c'est aussi, j'ai envie de dire, la satisfaction des besoins nationaux. Parce que la France, sa force, c'est son savoir-faire. Donc si on commence à le brader, dans 20 ans, 30 ans, on sera une économie, pour moi, tiers-mondisée. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus que vendre nos forêts, nos petits cailloux, et je ne sais pas en quel état économique et social on se retrouvera. Merci. Merci. On va prendre plusieurs questions parce que comme on est bavard et bavarde comme ça, alors il y a après Philippe et après Philippe aussi. Oui, j'aurais aimé qu'on
parle, en fait, moi j'ai écouté sur Thinkerview Frédéric Macchioni, voilà, on n'en a pas parlé, là, enfin moi ça m'a scandalisé, hein, vraiment, ça donne des envies de tuer, quoi, hein. C'est même pas, voilà. Et donc ça d'une part, et d'autre part, hier soir j'ai lu donc General Electric est en train de se casser la gueule. J'ai lu en fait que, contrairement à ce que dit son nom, General Electric, c'était en fait un fonds de pension pour les assurances privées, médicales, enfin la sécurité sociale privée aux États-Unis, où seuls les Américains de plus de 75 ans se sont abonnés finalement, et ils sont en train de se prendre un gros bid. Ce sont des milliards de dollars qui sont en train de partir là. Donc je voulais. Si vous êtes au courant de tout ça, moi j'ai lu ça hier soir, donc j'aimerais bien savoir ce qu'il en est par rapport à l'assurance, l'assurance sociale américaine et General Electric. Alors Philippe Juravert, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, qui s'occupe de l'espace lutte et qu'on peut remercier et applaudir parce que Philippe... Sans lui, il y a beaucoup de choses qui se feraient pas parce que moi, à chaque fois que j'ai besoin, c'est lui. Et quand je lui dis j'ai besoin d'un député, c'est lui qui y va. Et quand nous, on n'est pas content, on râle. Et c'est lui qui est toujours calme et là et qui essaye de faire. Et franchement, parce que gérer une armée de syndicalistes et d'élus qui ont des têtes dures, c'est pas forcément facile tout le temps. Et il y a beaucoup de choses qui se font quand même. Lui, il dit rien, il est toujours là, calme. Et il y a beaucoup de choses qui sont grâce à lui. Merci. Je vais rougir, Émilie, là, je vais rester à côté de ta robe, on va pouvoir comparer. Je tenais à remercier déjà votre courage. Bon, en m'adressant à des syndicalistes, c'est peut-être presque normal, mais non. Compte tenu de cette période, avoir encore ce courage de venir ici témoigner, c'est très important pour nous. Je voulais saluer ce courage. Et j'ai une question concrète à vous poser et qui va peut-être donner lieu à un projet que nous avons avec Émilie. Ça concerne une chose que vous avez effleurée, mais pas vraiment abordé, c'est peut-être cette possibilité pour des secteurs particuliers d'auto-organisation. C'est-à-dire que quand nous on parle de scope, on parle à petite échelle, mais pas un secteur industriel. Or, aujourd'hui, quand on voit d'une part votre savoir-faire, d'autre part les brevets, vous avez bien fait d'en parler, les brevets qui sont gelés, et Dieu sait si on pourrait en parler dans d'autres secteurs. Quand on voit le souci des secteurs industriels qui ne concernent pas, malheureusement, que l'industrie dont vous avez parlé. Je pense au commerce, je pense à l'agriculture, je pense au service public, je pense à des informations qu'on va avoir d'ici peu concernant par exemple le secteur de l'automobile. Il va y avoir des annonces qui vont être faites d'ici septembre qui vont déclencher une colère. Alors j'en dis pas plus là-dessus, mais là aussi il va y avoir un débat à mener. Je pense aussi à la sidérurgie. Voilà. Quand on a tout ça, eh bien avec Émilie, on aimerait faire des assises d'ici la fin de l'année, où justement on poserait cette question. Et pour avoir des réponses et pour pouvoir débattre de ça, on va avoir besoin forcément de vous. Donc je voudrais savoir, je vois Grégory que tu as parlé tout à l'heure de la possibilité d'embaucher, enfin d'essayer de faire que des gens reviennent. Et en effet, ça t'a interpellé. Et tant mieux, parce que quand on voit deux régions comme ça, deux villes comme ça qui sont confrontées par le même problème et qui se posent ce type de questions là en direct, nous on voudrait aller plus en avant. Et dire, est-ce que cette possibilité d'auto-organisation ne participerait pas à cette révolution industrielle, de culture industrielle qu'on voudrait mettre en place? Voilà. Et de politique industrielle. Alors Philippe, on va passer d'un Philippe à l'autre. Donc Philippe André, qui pour ceux qui étaient là hier soir, est intervenu sur les barrages, c'est venu de Grenoble aussi, délégué à Sud Énergie. Voilà, moi je travaille à EDF Hydro. Je vous laisse juste sous la table un petit tract qui vous raconte la casse d'EDF Hydro avec une grosse menace qui est la mise en concurrence des barrages hydroélectriques. Vous vous servirez et vous verrez que ces luttes sont vraiment sœurs. Moi j'interviens sur quelques petits trucs parce qu'avec Grégory, on s'est rencontrés sur les barricades de GE il y a 2 ans. Et puis depuis, on se voit régulièrement. Il est venu, lui, nous soutenir sur une grosse manif de barrage à Saint-Égrève, aux portes de Grenoble, le 15 juin. Une manif qui a réussi quelque chose de rare dans les luttes, c'est la convergence des luttes. Il y avait des gilets jaunes, il y avait des syndicats de tous bords.
de GE, de Météo France, d'EDF, dont les casses sont vraiment sœurs, et il y avait les écolos, des marches climat. Voilà, c'est pas souvent qu'on fait jaune plus rouge plus vert, mais on était très contents. Bon, moi, ce que je voulais vous dire, c'est quand je t'ai entendu raconter l'histoire de la fin du H d'Alstom, que je ne connaissais pas, les histoires des Anglais qui ne savent pas prononcer Alstom, moi j'ai vraiment eu dans ma tête, il déterrait à ce moment-là la hache de guerre. Voilà, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je rajoute une horreur à toutes les horreurs que vous avez racontées. Quand j'ai regardé le documentaire Guerre fantôme et quand j'ai lu Alstom scandale d'État de Jean-Michel Quatrepoint, qui est presque le script du scénario de ce documentaire, à la fin, il montre une grosse sphère qui est horrible, qui accuse Sarkozy, qui accuse Hollande et qui accuse Macron. Et puis en bas, tout en bas au milieu, ça accuse quelqu'un, François Roussely, du Crédit Suisse. Et on donne ses accointances politiques. Moi, je vais vous donner une de ses accointances industrielles. François Roussely, c'était le PDG d'EDF. Avant de passer au Crédit Suisse, donc il y a Merrill Lynch qui a pris un bout des 600 millions d'euros, mais il y a François Roussely, PDG d'EDF, qui passe dans une banque d'affaires, qui récupère ça. J'ai appelé les deux jeunes qui ont fait le documentaire, je leur ai donné ces informations. Ben, ça aussi, il faut le diffuser, parce que ce mec-là, il était patron d'EDF, service public d'électricité, il passe dans une banque d'affaires pour casser le fleuron qui fabrique 25% des turbines dans le monde. Nous, quand on était sur les barricades de GE, on a essayé d'interpeller notre patron, l'actuel patron d'EDF, Jean-Bernard Lévy. Je vais finir en prison, mais ça fait rien, lanceur d'alerte pour lanceur d'alerte. Hein. On lui a écrit publiquement, parce que dans l'histoire des 30% d'actions de Martin Bouygues, il y a eu un moment décisif dans la casse de GE Hydro, qui était que l'État avait le droit jusqu'à, je ne sais plus quelle date en septembre, octobre 2017, de racheter ses actions. Donc pour éviter le truc juteux à Martin Bouygues et pour obtenir une minorité de blocage et donc conserver un contrôle public sur ce truc-là. Évidemment, en écrivant à Macron, il n'a pas jugé utile de nous répondre. À notre PDG, on pensait quand même que notre petit syndicat, aussi microscopique soit-il nationalement, on fait que 2% à EDF, tellement on se fait massacrer la gueule quand on crée Sud dans cette magnifique multinationale. Mais par exemple, là où j'existe, on est syndicat numéro 1, donc ça mérite quand même peut-être qu'on vous réponde dans ces cas-là. Et j'ai donc écrit à Jean-Bernard Lévy, PDG d'EDF, Bruno Bensasson, PDG d'EDF Renouvelable, et Yves Giraud, PDG d'EDF Hydro, en leur disant, au moment où on menaçait, il y a eu une guerre économique de GE avec les turbines Arabelle des centrales nucléaires 2-3 ans avant, où GE a fait une grève, celle-là on n'en parle pas sur BFM Télé de cette grève, une grève de la maintenance de ces turbines, et qui a failli foutre EDF dans la merde et vous foutre dans le noir. Et Jean-Bernard Lévy, ce jour-là, il a écrit dans Le Figaro, dans plein de journaux économiques, au secours, GE nous fait une guerre économique, il faut qu'on intervienne, l'État doit intervenir. Donc on s'est dit, s'il l'a dit une fois, il va le dire 2 fois. Et là, il va dire, au secours, M. Macron, rachetez les 30% d'actions de Bouygues. Et donc, on lui écrit avec ces 2 sous-fifres. Enfin, qui sont quand même des grands patrons. Le plus petit dirige 6000 salariés. Et puis, Jean-Bernard Lévy demande au plus petit une analyse de risque. C'est qui, ce petit pingouin de Sud Énergie? Je ne savais même pas qu'il y avait du Sud à EDF. Et là où j'ai eu de la chance, c'est que le petit pingouin, il fait répondre à tous. Donc, moi, j'ai un mail de réponse d'analyse de risque. Et l'analyse de risque, c'est lui répond pas, hein, c'est un petit merdeux. Sud n'est pas représentatif au niveau de l'entreprise, donc on va le chier. Et puis après, il dit on s'en fout du fleuron français. Nous, on a d'autres gens qui savent faire des turbines. Et à la fin, il dit il n'y a qu'un truc qui ferait vraiment chier, c'est si la CGT Énergie rentre dans la lutte et crée une convergence des luttes avec GE Hydro, alors là, on est mal. Bon, moi, je n'ai pas réussi cette lutte syndicale et cette convergence des luttes est arrivée trop tard. Et Macron, le soir de son discours, qui était le dernier soir, il passait à la télé sur TF1 ou je ne sais pas où, et il n'a pas annoncé que l'État rachetait ces 30% d'actions supplémentaires. Voilà. Moi, je veux vous dire qu'on est de tout cœur avec vous, que cette casse de l'hydroélectricité, elle est générale. Vous êtes embarqué dans une violence inouïe de licenciement et de destruction de fleurons industriels. Lisez ce 4 pages et vous verrez qu'on va vous piquer votre eau, votre électricité, et on va mettre en danger tous les gens qui habitent à l'aval des barrages. Et si vous habitez au sud-est d'une ligne Bordeaux-Strasbourg, vous êtes concernés. Enfin voilà, je suis trop bavard comme à chaque fois. Mais en tout cas, merci à vous. Bye bye. Oui, alors... Prenez, puis quand on fait la campagne ADP, parce que comme nous on dit tout le temps on est pour la convergence des luttes, nous on le dit mais on le fait, donc on peut faire ADP et barrage en même temps, ça, à mon avis ça va bien marcher. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Dernière, après on va un peu se répartir.
Bon, je ne sais pas si vous m'entendez. Bon, merci à tous d'être intervenus. Merci à Émilie d'avoir organisé. Bon, je travaille pour Bastien Lachaud en tant qu'assistant parlementaire. Donc, c'est un sujet qu'on traite avec Bastien. Et je voulais apporter quelques note d'espoir, même si évidemment le sujet est assez catastrophique et on s'arrache les cheveux avec tout le monde dès qu'on parle de ce sujet-là. Mais il y a quelques raisons, au moins de croire que on sortira un jour quelque chose. Il ne faut pas se dire que le pouvoir politique est démuni. Ce qu'on voit, c'est que ceux qui agissent aujourd'hui sont grosso modo appartiennent à deux catégories. Il y a les escrocs et les idiots. Donc, si on remplace les escrocs et les idiots par des gens honnêtes ou compétents, en général il faut faire les deux, on arrive à quelque chose. On le voit parce que les intervenants sont passionnants et ils sont brillants et ils arrivent à simplifier des problématiques extrêmement complexes. Donc, il n'y a pas de raison de penser que si on arrive au pouvoir, on arrive aux affaires, eh bien, les travailleurs ne seront pas capables de gérer aussi leur outil. Donc ça, c'est une première idée. La deuxième idée, c'est qu'il y a des leviers d'action politiques. Évidemment, les principaux responsables aujourd'hui ne font rien dans le bon sens, mais il y a toujours cette possibilité d'agir. La première, à l'échelon international, je reprends dans l'ordre de la vente, il y a l'attaque des États-Unis. Évidemment, ça suppose d'engager un rapport de force clair, net et ferme avec les États-Unis. Assumer l'idée que les États-Unis défendent leurs intérêts, ils ont bien le droit, mais que les Français sont capables aussi de défendre leurs intérêts. Donc ça, c'est un geste qui doit être posé en arrêtant de dire au niveau géopolitique que les Américains sont nos alliés par principe, par essence, parce qu'il y a une communauté de valeurs et blabla et blabla. Donc ça, c'est un angle fort d'une diplomatie. En fait, le sujet de General Electric cristallise tous les aspects de la politique quasiment possibles. Du point de vue des relations internationales, donc, rompre avec cette idée que les États-Unis sont nos alliés par principe, par essence, etc. Du point de vue de l'Union européenne, une des raisons du désastre aussi d'Alstom, c'est l'incapacité à s'affranchir des règles de l'Union européenne. Un camarade a évoqué ce sujet. Évidemment, c'est la concurrence libre et non faussée qui oblige l'État à renoncer à la subvention de certains fleurons, qui oblige à renoncer tout simplement à privilégier l'achat du matériel made in France, etc. Donc, deuxième aspect, la rupture avec les politiques européennes et avec le dogme de la concurrence libre et non faussée. Ça, l'État peut le faire. Troisième aspect, la condamnation et le harcèlement, si j'ose dire, mais plutôt la justice à l'égard des entreprises qui fraudent. Là, le cas de General Electric est emblématique. C'est une boîte fondée sur l'escroquerie, la fraude fiscale. Bon, 38 000, la semaine dernière, donc un analyste financier, Jérémy en a parlé, mettait au jour le fait que General Electric maquille ses comptes à hauteur de 38 milliards en disant, bon, moi je crois que ça ressemble à quelque chose de l'ordre de Enron, donc l'une des plus grosses faillites de l'histoire de l'économie. Vraisemblablement, il y a moyen d'aller gratter, là, si on était un peu malin, en tant que Français, en tant que justice française ou État français, il y a moyen d'aller voir en leur disant, vous avez maquillé où, vous avez maquillé quoi, et d'aller les taper, comme les Américains ont fait, pour tout simplement se procurer Alstom, pour acheter Alstom. Il y a moyen d'agir en nationalisant, si au besoin. Il n'y a pas de raison. J'ai entendu un syndicaliste, je ne sais plus de quelle maison, mais peu importe, qui disait, mais General Electric, Alstom, c'est du patrimoine. C'est 140 ans d'histoire, mais c'est 140 ans d'investissement public, en fait, d'achat, de participation au financement de la recherche, etc., etc. Il disait, mais rendez-vous compte, quand je parle de patrimoine, c'est à prendre au sens fort. Personne n'envisagerait de vendre Versailles. Or là, c'est exactement ce qui se passe. C'est une espèce de Versailles industriel. Donc, il y a des raisons d'agir de façon tout à fait déterminée, au point de nationaliser. Il n'y a aucun problème à l'assumer. Il y a un autre aspect sur lequel on peut largement agir, même si on n'entrait pas dans la logique de la nationalisation. Il y a tout simplement le contrôle des actionnaires. Nous, dans notre programme, on a des éléments là-dessus. C'est important de l'avoir à l'esprit parce qu'à chaque fois, on nous taxe d'irréalisme, de bêtises ou quoi que ce soit. Mais pensez bien,
un investisseur, quelqu'un qui vient, qui rachète, qui prend des parts, etc., nous, on propose au moins de conditionner ses droits de vote, c'est-à-dire son droit de prendre des décisions sur la vie de l'entreprise, à des engagements sur la durée de sa présence au capital, par exemple. C'est à minima, mais il y a des choses à faire. Parmi les autres leviers d'action, tout simplement, il y a l'autorisation. Aujourd'hui, si ce scandale a lieu, c'est parce que Macron a autorisé la vente, bien sûr. Mais la réalité, c'est qu'on pouvait l'empêcher. Bruno Le Maire, lui, a passé une loi qu'il a appelée la loi Pacte. Bon. Dans cette loi Pacte, nous, on a déposé des amendements pour sanctionner lourdement ceux qui, comme General Electric, ne respectent pas les engagements qu'ils prennent au moment de l'achat. Bah nous, on a posé un amendement simple. Celui qui ne respecte pas, vous savez quoi, on va nationaliser. Le principe de la nationalisation-sanction, c'est celui qui a été appliqué vis-à-vis des entreprises qui avaient collaboré pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, une entreprise qui arrive et qui vous dit vous inquiétez pas, on va investir, on va faire tourner la boîte, on est des gens loyaux, ok, prenez le risque. Il faut avoir une mesure complètement dissuasive. Les gens qui sont honnêtes, ils n'ont rien à se reprocher. Les entreprises, si vous voulez faire de l'industrie classique, ok, d'accord, pourquoi pas. Mais il y a aussi tout simplement ces rachats-là, ils sont conditionnés à l'autorisation du politique. Macron a donné l'autorisation, mais il avait tout à fait la possibilité de ne pas la donner. Et c'est pour ça que Montebourg a été dégagé. Donc, il y a aussi ce levier d'action. Et enfin, un dernier élément que je voulais porter à votre réflexion, c'est le problème, il est global. On voit bien que c'est pas du complotisme, c'est de la sociologie des élites. Les gens naissent, vivent, meurent au même endroit ensemble, c'est-à-dire parmi les riches. Vous en avez de temps en temps un qui est né d'une famille modeste et puis on dit qu'il est formidable, que c'est Mozart ou quoi que ce soit, et il va permettre de justifier l'ensemble, mais en fait ils se tiennent tous par la barbichette. Ils n'ont même pas besoin d'être méchants, ils n'ont même pas besoin d'être malhonnêtes, ils sont tous ensemble. Si vous partez en vacances avec votre banquier, vous finirez bien par lui parler de votre vie, de vos travaux, etc., etc. Donc c'est ce problème-là qu'il faut attaquer au cœur. Un des moyens de l'attaquer, c'est déjà de s'assurer que les dirigeants de l'État et les dirigeants de l'économie ne puissent pas vivre ensemble en permanence. Donc, l'une des premières mesures que prendrait un gouvernement de la France insoumise, c'est l'interdiction du pantouflage. Le passage de la haute administration au privé, ça n'est pas possible. Mais ça, c'est clairement une décision politique. Donc, voilà. C'était au moins pour vous donner quelques éléments, pour vous dire, on a des moyens d'agir. Bien sûr, aujourd'hui, on n'est pas aux affaires, on est en situation de lutte, on est aux côtés de ceux qui, sur le terrain, vraiment connaissent le travail et sont les plus menacés directement. Nous, on fait ce qu'on peut à notre échelle, en tant que groupe minoritaire, on dépose des amendements, on essaie de faire du bruit, on apporte un peu de lumière quand on peut sur les sujets, mais désespérez pas non plus et gardez enfin à l'esprit une chose, c'est que bien souvent on est pris de haut. Je connais très bien cette question, cette impression. Les gens vous disent ah, vous n'y connaissez rien, ah, vous n'êtes, etc. Vous n'êtes pas réaliste, vous n'êtes pas ceci. Gardez bien à l'esprit et le propos des intervenants le montrait bien. Ce sont soit des idiots, soit des escrocs. Et c'est pas nous qui sommes irréalistes. C'est eux qui sont malhonnêtes ou qui sont bêtes. Gardez-le à l'esprit. Merci. Donc on va répondre de manière assez vite pour que vous puissiez au moins faire une petite pause avant d'enchaîner un nouvel atelier pour répondre à vos questions. Jérémy qui voulait prendre le... Ouais, attends, je réponds juste. Alors moi je vais répondre sur la turbine Arabelle et Perucci. Oui, alors la turbine Arabelle, mais moi je vous invite vraiment, alors on va faire une séquence pub, Guerre fantôme, parce qu'ils expliquent vraiment tout ça, ça a été fait, et puis pour la petite histoire, hein, c'est un jeune qui a fait ça avec son pote et en fait il a eu un héritage de son grand-père et l'héritage de son grand-père est passé dans la réalisation du film pour faire connaître ce scandale. Donc en plus voilà, et en fait la turbine Arabelle, oui, c'est une turbine Alstom et c'est la turbine qui permet au refroidissement des centrales. Et Montebourg a essayé dans la négociation que ça reste français et il a perdu. Donc en fait maintenant c'est GE. Donc pour refroidir nos centrales, ça appartient aux Américains. La turbine. Donc quand en plus les produits nucléaires vous disent c'est bon, c'est 100% français, bah non.
Voilà, déjà un argumentaire par rapport à ça. Au-delà que l'uranium, il n'est pas mis en France, mais bon, bref, on ne va pas partir sur le nucléaire. Sur Pierucci, oui, en fait, l'histoire du début de la vente s'est passée donc, par rapport à l'extraterritorialisation, ça s'appelle le décret Carter, qui date des années quand Carter était président de la République. Le président des États-Unis, Frédéric Pierucci, qui est un cadre de chez Alstom, arrive aux États-Unis, se fait arrêter, est enfermé dans la CIA et torturé. Hein. Enfin, c'est pas non plus. Je sais pas si vous imaginez, vous êtes cadre dans une entreprise pour faire pression à Cron et qu'on dise à Cron, il dit je peux pas faire autre chose que vendre. Monsieur Pierucci a été mis au silence. Il y a un livre qui est sorti il y a 6 mois à peu près, j'ai oublié le livre, et le piège américain. Et pour la petite histoire. Le journaliste, donc un journaliste du Nouvel Up, voilà, qui a écrit ce livre-là, a eu un jour, quelques jours avant sa sortie, a eu le droit à la visite de personnes où on a dit c'est un cambriolage et on a juste pris l'ordinateur. Donc c'est vrai que souvent dans des cambriolages on prend juste un ordinateur, et je crois que c'était un journal très politique comme Gala qui avait sorti l'affaire. Donc voilà par rapport à ça. Oui, après, voilà. Mais vraiment, hein, moi je vous invite, Guerre Fantôme, c'est 50 minutes bien investies. Et après, voilà. Et juste après, je laisse la place aux autres. Si on veut aider, parce qu'on n'habite pas tous vers Belfort, hein, déjà, c'est d'en parler. Voilà, parce que honnêtement aussi l'industrie, moi je le vois dans les luttes, hein, ça parle aux gens. Hein. Moi j'ai fait une réunion quelle stratégie industrielle pour la France avec General Electric et GMS. Donc on avait réuni la sous-traitance automobile et les turbines. Sur le marché ça parlait, et même les gens qui sont pas d'accord politiquement avec nous, ça parle. Donc on y va. Il y a aussi le copain, il a ramené le camarade, il a ramené des t-shirts. Donc on peut acheter un petit t-shirt de soutien à la lutte. Il y a une caisse de grève, tu nous diras. On peut les suivre sur la page Facebook. Et il y a aussi la pétition à faire signer. Donc en même temps qu'ADP, on peut faire signer la pétition Alstom. Ça s'appelle Convergence des luttes. Voilà, je laisse Jérémy. Après... Moi, je voulais juste répondre en un mot à la première question sur le côté impérialisme américain. Bon, on n'a pas lâché le mot quand on en parlait, mais c'est évident que c'est ça. D'ailleurs, on a su au moment où Snowden est sorti, on a su que toutes les entreprises françaises qui passent des contrats de plus de 200 millions d'euros sont espionnées par la NSA, et tout remonte directement au Department of Justice. Tu vois, donc il est évident que c'est de l'impérialisme économique, et comme disait le monsieur, il faut sortir de la naïveté et accepter de se défendre. On n'arrête pas de nous bassiner avec les blocs. Il faut un bloc européen pour se battre contre le bloc chinois, le bloc américain. C'est de la connerie. La Commission européenne ne nous a pas protégés. Elle a autorisé la vente. D'ailleurs, petite anecdote que tout le monde ne sait pas, Macron et Patrick Cron sont allés eux-mêmes, c'est une pratique hors norme, hein, sont allés eux-mêmes devant la Commission européenne, vendre, devant l'autorité de la concurrence, vendre le rachat d'Alstom. Ils y tenaient vraiment, quoi. Ils sont allés eux-mêmes vendre le dossier à l'autorité de la concurrence. Alors que l'autorité de la concurrence, c'est elle qui a censuré la vente à Siemens. Vous voyez ? Elle n'a pas censuré celle à General Electric. Alors, le mot a été lâché, guerre économique. Alors, je ne suis pas expert en guerre économique. Par contre, je peux vous dire qu'il y a une guerre froide. Hein, tout le monde connaît la guerre froide, qui s'est terminée dans les années 90. Et les Américains, pour la guerre froide, avaient dégagé des budgets assez faramineux. Et plutôt que couper les budgets de la guerre froide, ils se sont dit on va continuer dans la guerre, on va faire de la guerre économique. Donc les États-Unis ont été suffisamment malins pour se doter d'outils. L'extraterritorialité de la justice américaine est un outil de la guerre économique, mais pour déployer des moyens colossaux pour faire de la guerre économique. Et ça, en Europe et en France, on ne sait pas faire. En tout cas, on n'a pas la réponse pour ça. Il y a l'exemple récent de la vente d'Alstom Transport à Siemens, où Bruno Le Maire était vraiment le premier promoteur de ce truc-là, avec comme argument, on va se faire bouffer par la Chine. Ok, peut-être. Mais c'est quoi la réponse face à une menace ? On lâche tout, puis on jette et on s'en va ?
Là, c'est là où la politique doit prendre son rôle. Et si la Chine est une menace, eh ben, essayons de contrecarrer cette menace en faisant des lois au niveau français, au niveau européen, pour que le marché du ferroviaire puisse être protégé. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils font quand on veut vendre en Chine? Venez fabriquer chez moi. Qu'est-ce qui nous empêche de faire pareil? Si vous voulez vendre en Europe, vous fabriquez en Europe. Alors ça s'appelle du protectionnisme. C'est discutable, mais n'empêche que aussi bien les États-Unis que la Chine savent se doter d'outils qui permettent de défendre leur économie. Et en Europe, on va être plus royaliste que le roi en termes d'ultralibéralisme et sous couvert de... les termes m'échappent, mais bon, d'échanges non faussés, voilà, on ouvre nos portes en grand à la concurrence. Il y a une question qui a été posée par rapport aux fonds de pension aux États-Unis. Alors nous, on a la chance d'avoir une sécurité sociale, d'avoir un système de retraite. Aux États-Unis, ça ne fonctionne pas comme ça. Bien souvent, les systèmes de retraite sont adossés à des fonds de pension, donc à des actions. Et il faut savoir que l'action General Electric, c'était comme c'était une activité industrielle assez stable, c'était un peu le livret A des États-Unis. Voilà, c'était le placement de bons pères de famille. Et il n'y a pas d'actionnaire principal chez General Electric. Le plus gros actionnaire, il détient 6%. Donc General Electric, c'est une myriade de petits actionnaires, dont des travailleurs, dont des citoyens américains. C'est pour ça qu'ils font extrêmement attention au cours de l'action, parce que si on fait peur aux actionnaires, tous les actionnaires se barrent, le groupe s'effondre du jour au lendemain. Alors, bon, j'ai pris ces notes-là, je ne sais pas si ça répond exactement à la question par rapport à la structure, mais c'est propre vraiment à la structure du fonctionnement américain des retraites et des systèmes de sécurité sociale. Grégory, je ne sais pas si tu veux compléter par rapport à ça. Ou rajouter 2-3 je vais continuer. J'ai noté également l'auto-organisation. Alors, nous, on milite en tant qu'organisation syndicale pour que notre parole soit entendue. On estime qu'on a fait preuve de responsabilité aujourd'hui. C'est vrai que syndicats, aux oreilles d'un certain nombre de Français, on pâtit d'une mauvaise image. On est des brûleurs de pneus, on est des gens qui font des blocages. Or, autant à Grenoble qu'à Belfort et ailleurs, parce que je ne veux pas réduire l'action syndicale à Grenoble et Belfort, on a vraiment montré qu'on était responsable et force de proposition. Il y a une commission qui s'est montée sur l'utilisation de l'amende de General Electric. Bizarrement, on n'y est pas convié. On dit, mais ça perd l'hypopète. C'est nous qui proposons des plans B. Ils ont été incapables, j'en ai pas parlé, les politiques ont été incapables de proposer un plan B. Ce sont les syndicats qui ont proposé de faire de l'aéronautique. Ce sont les syndicats qui aujourd'hui proposent de faire de l'hydrogène, de faire du stockage dans l'énergie. Pourquoi vous n'invitez pas les syndicats quand on parle de développement industriel? Donc pour moi, l'auto-organisation, elle doit passer par là. Au-delà de cas, on en parlait tout à l'heure, de Gémenos par exemple, ou des Scop, où là ce sont les salariés qui ont pris possession de leur outil de travail, dans l'industrie lourde, c'est impossible. C'est impossible, on est face à des outils, à des installations qui sont beaucoup trop lourdes, et il faut une assise financière. On est dans des contrats de plusieurs dizaines, centaines de millions d'euros. Il faut une assise financière que des salariés seuls ne peuvent pas avoir. Et je vais reboucler avec, on a parlé tout à l'heure de groupes privés, groupes publics. C'est vrai que les groupes français et Alstom notamment se sont fait des renommées grâce au marché public. La vitrine commerciale d'Alstom, c'était les TGV, c'était les centrales électriques achetées sur fonds publics. Nos grands bétonneurs, Vinci, etc., ce sont leurs ouvrages d'art qui ont fait leur vitrine commerciale et qui font que ce sont devenus des groupes internationaux. Et donc c'est en ça qu'il y a vraiment une politique, on a un besoin de politique de développement et de fonctionnement main dans la main, public-privé. Et ce qu'on déplore aujourd'hui, juste pour terminer sur les notes que j'ai prises, on parlait de guerre économique. Alstom s'est fait prendre dans ce contexte de guerre économique, dans un contexte juridique. Moi, je ne comprends pas que l'État français ne condamne pas General Electric parce que General Electric ne respecte pas un accord qui a été signé en 2014, qui prévoyait certes la création de 1000 emplois, mais là ils ont payé une amende, mais qui prévoyait le développement de l'industrie en France en localisant en France, en maintenant en France les centres décisionnaires, ce qui n'est pas fait.
Merci. Oui, je voulais rajouter, sur la commission d'enquête, vous pouvez aller regarder les auditions, parce qu'on a parlé beaucoup d'Olivier Marleix. Alors, vous savez, Olivier Marleix est un député LR, il était invité l'année dernière aux Amphis d'été avec Bastien Lachaud, qui avait parlé déjà, parce que c'est un sujet dont on parle depuis longtemps. Bastien Lachaud est aussi venu à Belfort avec Olivier Marleix pour parler de cela, hein, parce qu'on est quand même pas mal impliqué de ce qu'on se trouve devant ce scandale. Donc, comme je le redis, n'hésitez pas à aller chercher et redire, parce que honnêtement, là, on est vraiment, enfin, c'est du vol, en fait. Voilà quoi. C'est pour. Alors les plaintes, nous on a fait un courrier, par exemple, comme sur les 30%, on a fait un courrier. Moi j'ai fait un courrier avec les députés, parce que moi c'était dans ma région sur Grenoble. La réponse qu'on a eue alors on avait envoyé aussi au président de la région qui était un certain Laurent Wauquiez, qui, bon, j'attends toujours la réponse. Et Bruno Le Maire nous a répondu, alors dans un langage très poli, par écrit, en disant qu'il avait bien pris acte de notre courrier, mais en gros, la grosse hydro n'avait pas d'avenir, et donc c'était la petite hydro. Et en fait, c'était l'argumentaire de la direction de General Electric pour licencier. Voilà, en fait. Et c'est Hulot, qui était ministre de l'Environnement à l'époque, donc nous on l'avait alerté, on s'est dit bah tiens, ça va l'intéresser. On a eu la même réponse de Nicolas Hulot. C'est un copier-coller de la lettre de Bruno Le Maire. Bon, après, quand on voit qui finance sa fondation, on comprend mieux. Voilà, hein, comme il a si bien dit, les gouvernements passent, mais les lobbies restent. Ben, voilà. Grégory, je te laisse conclure, parce qu'après, voilà, il y a la suivante conférence. Merci. Oui, je tâcherai d'être bref. Désolé pour le retard pris auprès de nos successeurs. Simplement au sujet de ce qu'on a dit sur les syndicalistes. Aujourd'hui, c'est moi qui suis là, mais ça aurait pu être n'importe quel autre de mes camarades de l'intersyndicale de Hydro Grenoble. Donc des gens de la CGT, de la CFDT ou de la CFE-CGC dont je fais partie. Je pense qu'à Belfort, c'est pareil. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc c'est le seul moyen de se défendre. C'est pas garanti de succès, mais c'est garanti que si on le fait pas, c'est l'échec. Pour ceux qui veulent aller plus loin sur ce sujet, je voudrais rappeler, donc c'est simplement une nouvelle fois les choses à suivre. Donc le documentaire Guerre fantôme, on tape Alstom Guerre fantôme dans Google, on a un documentaire qui dure 1 heure et qui est très très éclairant sur ce sujet-là. Il est basé sur le livre de Jean-Michel Quatrepoint, Alstom, un scandale d'État. Et l'autre livre, c'est celui de Frédéric Perucci, Le piège américain. Et pour ceux qui veulent suivre l'actualité de ce qui se passe à General Electric Belfort, il y a un groupe Facebook qui existe, qui reprend tous les articles de presse et dont le titre est Intersyndical General Electric Belfort, entre guillemets, turbine à gaz. Voilà, là-dessus, vous aurez toutes les infos, les plaintes, etc. Tout ce qui se passe sur le sujet. La caisse de grève, elle est si on veut aider. Vous l'aurez sur le blog. Enfin, d'accord. Sur la page Facebook. Donc sur la page Facebook, les t-shirts, je te dis ça Philippe, je t'ai pas concerté avant, j'en suis désolée, on peut les mettre au stand de l'Espace des Luttes. Donc tout au fond, vous allez voir, il y a des magnifiques photos de la manif de Belfort. Donc ils sont en vente à 10 € et ça va pour la caisse pour la lutte. Voilà. Et la prochaine action qu'il faut vous suivre, vous êtes lundi ou mardi, vous avez la chance de rencontrer Bruno Le Maire. Alors, son conseiller. C'est conseiller qu'il faut éduquer, parce que conseiller à l'industrie, malheureusement conseiller à l'industrie à Bercy, ils ne connaissent pas l'industrie. Donc ils répètent les éléments de langage de General Electric. Donc on les rencontre et les dames qui ont posé la question sont parties. Par rapport à des plaintes, on a fait une mise en demeure de Bruno Le Maire pour faire appliquer l'accord et notamment convoquer un comité de suivi de respect de l'accord. Il commence à avoir un peu peur. La réponse à ces mises en demeure, elles sont assez futiles. En tout cas, ça ne répond pas à ce qu'on demande. Donc là, on a le doigt sur le bouton pour porter plainte contre Bruno Le Maire. Alors, on ne peut pas, en tant que syndicat, parce qu'on n'est pas signataire de l'accord, on ne peut pas porter plainte pour non-respect de l'accord, mais pour le préjudice que Belfort subirait en cas de non-respect de l'accord. Donc, autrement dit, en cas d'application du plan de suppression de postes qui menace Belfort.
Voilà, j'espère que ça vous a plu, même si c'était pas...